On passe tout le test. Je voulais pas trop. Ouais, non, mais c'est... Donc Pauline Delahaye est sémioticienne, spécialiste du comportement, de la communication et de l'émotion animale, docteur de la Sorbonne et ancienne chercheuse du département de sémiotique de Tartu, en Estonie. Elle travaille principalement sur la question de la cohabitation interespèces et en particulier en milieu urbain. Après une thèse centrée sur les émotions complexes chez les espèces non humaines, elle choisit comme principal sujet d'étude des espèces mal aimées comme le rat ou la corneille. Si vous avez peur des rats, il va y avoir des photos. Voilà, je préviens. Elle travaille en tant que chercheuse mais aussi vulgarisatrice à transmettre au grand public tout l'émerveillement que cela lui procure. Et j'en profite pour citer peut-être tes deux livres, Des signes pour le dire, qui est sa thèse, je vous conseille vivement, qui est sa thèse mise en... Rendu digeste, parce que voilà, une thèse de doctorat sur un truc comme ça fait 400 pages et vous n'avez pas envie de lire ça. Si. Et moi non plus, au stade où j'en suis. Mais non, il y a cette version qui est rendue digeste. Voilà. Donc voilà. Et donc super bouquin. Et puis première, faut savoir que c'est la première chercheuse en France, c'est des disciplines plutôt aux États-Unis. Moi, c'est ce que alors la zoosémiotique, c'est beaucoup beaucoup l'Estonie. C'est pour ça que moi je suis allée travailler là-bas parce que c'était eux qui étaient pionniers dedans. Moi, quand je cherchais à l'époque, je ne trouvais pas de livre en français et voilà, Pauline était la première. Voilà. J'étais impatient qu'elle sorte son livre. Et voilà. Et puis elle a refait un petit livre sur. Oui, qui est sur l'étude avec les rats. J'en parlerai de l'étude sur les rats. Et sous le livre, il s'appelle Brigitte, du nom, sur les rats et souris, du nom de la souris qui vivait dans le bar d'amis à moi, par qui toute l'étude a commencé. Et puisque tout a commencé par une petite souris que j'ai vue, j'ai signalé ça à mes amis en me disant bon, je sais qu'un rat dans un établissement, ça peut être un problème, donc peut-être je vais leur dire avant que d'autres gens aient peur. Et c'est le moment où ils ont soupiré en me disant oui, je sais, elle s'appelle Brigitte. Je me suis dit d'accord, il y a des choses à investiguer, la relation ne se passe pas comme on pense qu'elle se passe. Donc, aujourd'hui, je vais du coup vous parler de plusieurs projets qui ont été lancés, qui étaient des projets de recherche et des projets d'expérimentation, et qui étudient un petit peu cette histoire des cohabitations interespèces, puisqu'il y a beaucoup de cohabitations interespèces différentes, parfois même entre notre espèce et la même espèce, selon les différences de culture. On va trouver aussi des formes de cohabitation et de l'histoire de la cohabitation qui est très différente. Et la manière dont on pense ou dont on vit ces villes-là, certaines peuvent devenir des sanctuaires, certaines peuvent devenir des déserts. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est cohabiter, pourquoi? Après tout, pourquoi est-ce qu'on s'embête à cohabiter avec d'autres espèces alors qu'on a notre ville à nous et qu'elle est à nous? Bon, tout d'abord, c'est parce que penser la ville comme quelque chose d'humain uniquement, c'est quelque chose en réalité de très récent. Pendant très longtemps, les villes étaient interespèces. Et la ville, aujourd'hui, est difficile à penser comme un écosystème. Les gens, quand ils pensent nature, quand ils pensent biodiversité, ils ne pensent pas ville dans le grand public. Or, la ville, c'est un écosystème parce que tout est toujours un écosystème. Et non seulement ça peut être un écosystème, mais ça peut être aussi un refuge. Alors là, ce que vous avez ici, c'est un chouka qui est pris en Estonie et il l'appelle Hak. Un nom absolument adorable, du nom du bruit qu'il fait, tout simplement. Alors, c'est un écosystème, pourquoi? Pour différentes formes de biodiversité, parce que déjà, ça veut dire qu'en ville, vous allez avoir plusieurs espèces qui ont des relations en elles-mêmes, c'est-à-dire que vous avez des systèmes proie-prédation, vous avez des systèmes de lutte territoriale. On est exactement sur un écosystème. On est sur un fonctionnement des écosystèmes, c'est-à-dire que ces différentes espèces vont avoir des relations au sol, vont avoir des relations à l'eau, vont avoir des relations aux infrastructures qu'elles vont entretenir, dans lesquelles elles vont vivre, qu'elles vont dégrader aussi parfois. Donc il faut penser tout ça de manière très très collective. Et aussi, encore une fois, pour lutter contre les effets délétères de l'anthropisation. L'anthropisation, c'est tout ce qu'on va considérer dans l'artificialisation des sols, par exemple. Ça va être dans l'abolition de l'eau, ça va être également dans les phénomènes d'eutrophisation, c'est-à-dire le fait que les cours d'eau sont moins oxygénés, que les types d'espèces qui vont vivre dedans sont moins nombreuses. Et ça va aussi devenir des refuges pour des espèces fragilisées, parce qu'il faut bien se rendre compte que
la présence humaine modifie énormément de choses chez des espèces, et parfois, quand vous êtes une espèce qui a du mal à survivre, notre présence peut aussi être bénéfique, parce qu'elle va faire peur à votre prédateur, parce qu'on laisse des poubelles partout et du coup on laisse de la nourriture facile d'accès, parce qu'on a des infrastructures un petit peu cheloues dans lesquelles il est plus facile de créer un phénomène de nidification. Donc en réalité, il va y avoir ce double aspect. Ça va être également parfois pour des espèces déracinées, ça va être les cas notamment de la fragmentation des milieux par le fait de créer des routes. On se retrouve à avoir des espèces qui sont complètement déracinées, qui vont devoir réinventer leur mode de vie dans des îlots complètement. Et ça va être effectivement parfois pour des espèces anthropophiles. Croyez-le ou non, il y en a, en fait elles nous aiment bien. En fait elles trouvent juste que l'humain il est cool. Voilà, on en a quelques-uns. Ça, c'est le pourquoi. Comment est-ce qu'on peut cohabiter? La première chose, c'est d'être capable de voir cet écosystème. Et la deuxième, ça va être de voir ce que j'appelle les autres avec un grand A, c'est-à-dire, en sémiotique, quand on travaille notamment sur les phénomènes de cognition ou d'émotion, on va travailler beaucoup par analogie, mais on travaille avec cette idée que ce qu'on étudie est fondamentalement autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien en savoir, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des comparaisons, mais ça veut dire qu'il faut qu'on les pense comme une grande altérité. Comment ça se traduit concrètement? La première chose, c'est que pour voir l'écosystème, il faut considérer le rôle dans son ensemble. Ajouter un espace vert à un endroit, ça ne sert pas à grand-chose si on ne pense pas, par exemple, à ce qu'on peut appeler comme phénomène de pas japonais, c'est-à-dire, est-ce que cet espace vert-là, il sert de relais, par exemple, pour que des espèces puissent passer d'un espace vert à un autre, à un autre, à un autre, et en fait être beaucoup moins interrompues. Donc il faut le penser dans son ensemble. Ça va être aussi de relativiser son ressenti. Comment ça se passe? Alors ça va être quelque chose qui s'est énormément vu dans l'étude sur le rat. C'est que parfois, parce que nous sommes une espèce qui se veut rationnelle, mais nous sommes une espèce avec une partie de notre cerveau qui est très très développée pour avoir beaucoup d'émotions, parfois nous voyons un problème là où il n'y est pas réellement. Et une nuisance psychologique, certes, elle existe, mais quand on admet qu'elle est uniquement psychologique, on peut aussi prendre un peu de recul dessus et se dire « Certes, je ne les aime pas beaucoup. Certes, ils ne sont pas très beaux à voir, mais est-ce que c'est vraiment si grave que ça ?» Et ça peut être très important pour ça en comparaison des autres cultures. Lorsqu'on se compare avec d'autres cultures, on voit que certaines arrivent très bien à cohabiter avec une espèce que nous, ça nous dit pas trop. Mais voilà, c'est pas forcément grave. Et en fait, ça veut dire de se replacer en tant que maillon de l'écosystème. Homo sapiens n'est pas un truc complètement extérieur aux écosystèmes, extérieur à la chaîne de la biodiversité. Et Homo sapiens fait partie des écosystèmes. Il en fait partie d'une manière qui est assez unique en son genre, le fait qu'on a réussi à laisser des poubelles jusque sur la Lune, on va dire quand même, on est quand même sur un niveau assez particulier d'impact, mais on a cet impact important en tant que maillon de l'écosystème. C'est quelque chose qui s'est beaucoup vu dans le retour de certains oiseaux ou la protection de certains oiseaux menacés en Angleterre. Pourquoi est-ce que les Anglais ont réussi vraiment à avoir ce retour-là qu'on n'a pas vu forcément à d'autres endroits? Parce qu'ils adorent nourrir les oiseaux des jardins. Et les Anglais adorent planter des jardins où ils peuvent nourrir des oiseaux et adorent étudier quel type d'oiseau mange quoi, et c'est une de leurs grandes passions dans la vie. Et de fait, en faisant ça, ils ont joué un rôle en tant que maillon de l'écosystème. Et ça a eu un impact extrêmement bénéfique. Qu'est-ce que ça veut dire de voir les autres? On va parler tout à l'heure de ce que j'appelle les différents phénomènes sémiotiques. Alors, petit point peut-être sur la notion de sémiotique. La sémiotique, c'est la science des signes. Il faut le voir un peu comme quelque chose qui a deux faces. Vous avez les signes d'un côté et vous avez le sens de l'autre. Le signe, c'est toujours ce qu'on peut capter en premier. Lorsque vous apprenez une langue, à aucun moment vous avez d'abord le sens. Quelqu'un vous dit un terme comme ça, ben, vous savez que ça veut dire quelque chose, mais le sens vous est absent. Si en même temps il vous pointe quelque chose, vous faites le lien entre le signe visuel et le signe oral, et vous allez vous dire ce mot-là veut dire telle chose ou tel concept. Parfois, ça va venir de manière émotionnelle. Encore une fois, quand je travaillais en Estonie, je vous donne un exemple. Si vous êtes en train de vous perdre et que vous traversez la rue en regardant Google Maps parce que vous êtes complètement perdu mais que vous n'avez rien regardé autour et que vous entendez quelqu'un hurler dans votre dos « va tous !» vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire. Mais à ce moment-là, vous êtes en mode « Ok, il s'est passé un truc. Est-ce que je ne suis pas au bon endroit? Est-ce que je vais le faire? Est-ce qu'il y a une voiture ?» Vous avez compris qu'il y a une notion d'urgence et de danger rien que dans l'émotion à ce moment-là. Vous ne savez pas réellement quel est le sens. Ça veut dire attention, simplement. Mais vous avez quand même accès à une partie du sens.
lorsqu'on va étudier ces autres-là, on va se rendre compte que différentes cultures et différentes villes développent différentes formes de sémiotique envers ces autres-là. Des sémiotiques de la tolérance, des sémiotiques de la coexistence, des sémiotiques de l'hostilité. Ce sont différentes formes qu'on va voir. Mais voir les autres, ça va être admettre de les voir, de développer une sémiotique autour d'eux. Et ça va être différentes formes de considération. Le premier étant le droit à la coexistence. Le second étant, pour certaines, le droit à la protection. Certaines se débrouillent très bien toutes seules, mais d'autres ont du mal, et pour ça, elles vont avoir un droit à la protection. Et pour d'autres, ça va être le droit au compromis. Il va falloir qu'on admette que si on continue tel qu'on fait, on va dans le mur. Peut-être même que là, même si on change, on va peut-être dans le mur quand même. Mais l'idée est qu'il va falloir commencer vraiment à faire des compromis. Et ça va être un aspect vraiment au cœur de la culture des villes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être une problématique aux enjeux majeurs, ça je crois que tout le monde ici en est très conscient, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Alors ça, ce que vous voyez, c'est le Muséum d'histoire naturelle qui arrose ses plantes en plein été. Alors on se dit, bah oui mais bon, est-ce que cette eau, elle serait pas mieux utilisée? Mais elle est utilisée par plein d'autres espèces. Et là, vous voyez les corneilles qui sont en train de prendre leur bain en pleine chaleur, parce que, eh bien, elles sont noires. Et de fait, elles ont très chaud. Mais ici, qui est un endroit où elles savent que les jardiniers ne leur sont pas du tout hostiles, à certains endroits, on a même trouvé qu'ils faisaient des petits trous dans les tuyaux pour que ça leur fasse une petite mare et qu'elles puissent se baigner dedans, c'est au point qu'on peut les voir faire la sieste au sol, en pleine journée, alors qu'il y a des groupes scolaires qui passent autour. Elles ont conscience que ici on ne leur fera pas de mal. C'est une problématique aux enjeux majeurs pour cohabiter, pour entraver la chute de la biodiversité. Je ne vais pas parler de l'inverser encore, mais on va déjà essayer de l'entraver. Pour donner aux autres espèces une place juste, c'est-à-dire le fait de pouvoir vivre là où elles ont besoin de vivre leur vie. Ça va être de penser de nouvelles villes et donc de nouvelles relations aux écosystèmes des villes, mais parfois aux écosystèmes autour, parce que très souvent aujourd'hui on a des villes et autour c'est un écosystème de monoculture, c'est pas forcément beaucoup plus ouf. Ça va être de considérer, documenter et protéger les cultures animales, et ça je vais y revenir, parce que quand on parle de culture animale, généralement parfois les gens font un bond sur leur chaise. Ça va être d'instaurer un véritable dialogue. L'avantage de la sémiotique, c'est qu'on peut poser des signes, même si on n'est pas tout à fait d'accord sur le sens, mais on sait que ces espèces-là vont l'interpréter quand même. Quel sens ça fait réellement dans leur psyché, elles? On ne sait pas bien, mais on sait qu'à partir de ces signes-là, elles en tirent un sens qui génère tel comportement, qui font qu'elles comprennent telle ou telle chose, tel concept. Et à partir de là, on va pouvoir instaurer un dialogue. On va aussi voir des problèmes de cohabitation au lieu des nuisances. Pourquoi ça? Parce que quand vous avez un problème de cohabitation avec votre voisin, vous essayez de résoudre le problème. Vous ne prenez pas un fusil pour abattre votre voisin, ou alors si vous faites ça, vous avez le GIGN à votre porte dans les 20 minutes qui suivent. À raison. Ce qui fait qu'il va falloir changer le dialogue qu'il y a sur ça, ne plus parler de nuisances d'espèces au niveau des villes. Je dis des villes parce que c'est ma spécialité, mais on sait très bien qu'au niveau agricole ou au niveau des campagnes, il y a aussi ce même phénomène-là. Ça va être de parler de problèmes de cohabitation. On n'a que cet espace-là et on doit tous être dedans. Comment on fait? Au lieu de juste tirer sur les autres. Et ça va être donc de proposer parfois des solutions sémiotiques aux problèmes de cohabitation. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces problèmes ne sont en réalité pas des problèmes matériels, mais sont des problèmes d'émotion, de symboles et de culture. Et enfin, encourager un développement humain qui soit viable et durable. Pourquoi? Parce que le but, ça n'est pas de se dire on va protéger la biodiversité, si c'est pour que ce soit toujours les mêmes humains qui payent en bout de chaîne. L'idée, c'est aussi de penser quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, les liminaires et le voisinage, ça va être l'idée de vivre avec donc d'autres espèces en ville. Donc là, c'est quelques projets que je vous ai posés ici. Le projet Rats et souris qui a été fait à Paris de 2019 à 2021. Le petit livre Brigitte sur la communication auprès du grand public et le projet Corneille qui était un projet comparatif entre les populations de corneilles à Tartou et à Paris de 2021 à 2023. Et pourquoi je vais vous les présenter? Parce qu'en fait, ce sont des études de cas et à chaque fois qu'on veut comprendre quelque chose, il faut juste se mettre dans la situation, étudier le cas et comprendre qu'est-ce qu'on en sort. Les grands principes généraux résistent très peu à la réalité de terrain. L'étude de la cohabitation à Paris, c'était très intéressant parce que déjà, c'était 15 siècles d'histoire plus ou moins écrite. Quand on cherchait l'histoire des corneilles ou l'histoire des rats dans Paris, on avait quasiment 15 siècles d'archives. C'est très intéressant pour avoir une idée assez large du problème et des différentes manières dont ça a bougé.
Ça a été pour les rats d'avoir une vie souterraine, qui était importante. Paris, c'est un gruyère, on parlait des cataphiles l'autre jour, mais globalement, vous essayez de faire un trou dans Paris, vous allez tomber sur un autre trou, donc soit une cave, soit la catacombe, soit un réseau de gaz si vous ne faites pas attention, ça peut être un problème, voilà. Soit vous allez tomber sur un cadavre. Généralement, c'est plus l'université qu'il faut appeler que la police à ce moment-là, c'est généralement des cadavres qui ont 5 siècles ou quelque chose comme ça. Soit vous allez tomber donc effectivement sur des réseaux, et notamment sur les réseaux des égouts et sur les réseaux des catacombes. Donc c'est-à-dire qu'on a une entièreté, comme une ville, de zones de présence de non-présence humaine, en tout cas, qui circule et qui vit en dessous complètement. Le cas de Paris était intéressant parce que c'était aussi une longue histoire de cohabitation avec des espèces animales qui étaient très variées, certaines qui sont apparues, certaines qui ont été exclues. On a un héritage important et très symbolique. Pendant un long temps, on sait qu'il y avait des porcs qui circulaient simplement dans les rues de Paris parce qu'il fallait bien traiter les déchets d'une manière ou d'une autre et le porc était très utile pour ça. Quand il y avait les calèches, on avait des chevaux, les chevaux ont disparu au moment des voitures, donc on sait qu'en réalité, on a une très longue histoire de cohabitation là-dessus. C'est des endroits où on a des problèmes de cohabitation qui sont actuels, entre différentes espèces animales et entre humains et autres espèces. C'est-à-dire que, par exemple, sur les humains et les autres espèces, l'exemple des rats est emblématique, mais on pourrait citer les pigeons aussi. Alors je rappelle en plus que les pigeons, à la base, c'est une espèce qui est domestique. C'est une espèce qu'à partir du moment où on n'en avait plus besoin pour porter des messages, on a abandonné dans la nature et qu'on a relivré à eux-mêmes. Donc si vous trouvez que les pigeons dans Paris ou dans les grandes villes, ils sont un peu concons, c'est parce que on les avait complètement domestiqués avant de les abandonner. Soyez gentils avec les pigeons. Ce sont aussi des problèmes actuels liés au climat et aux événements naturels. J'ai besoin d'expliquer à personne qu'on a des problèmes de réchauffement climatique, genre aujourd'hui il fait chaud, tout ça, ça devrait aller pour tout le monde à peu près aujourd'hui. Mais ça veut dire aussi qu'on a une ville qui est sous influence naturelle et que les problèmes climatiques aggravent souvent les problèmes de cohabitation. Comment ça se passe? Alors, je vais prendre mon premier cas d'étude qui est le rat. Déjà, le rat, c'est une espèce sociale. Ça veut dire que là où vous trouvez un rat, en réalité, vous en avez 15. À peu près. Ça veut dire aussi que c'est un fonctionnement familial. Il y a eu beaucoup de mythes, de gens qui disaient « oui, nous on a trouvé des rats dans les poubelles, on a ouvert notre poubelle et puis un rat nous a attaqués ». Quand vous êtes face à un rat, comprenez bien que vous avez un petit mammifère qui tombe face à quelque chose qui fait 300 fois sa taille. Personne n'attaque un truc qui fait 300 fois sa taille sans une excellente raison. Donc soit c'est parce que il vous saute, pas dessus, mais il saute entre vos jambes parce qu'il cherche à s'enfuir, mais de frayeur, on a l'impression qu'il nous attaque. Soit ça peut être parce qu'à ce moment-là, il est en train de défendre quelque chose qui est plus puissant pour lui que la peur qu'il a de vous. C'est-à-dire le nid avec les bébés derrière. Ça peut être aussi, lorsqu'il y a des souricières, un autre congénère qui est piégé. Parce qu'il faut savoir que les rats sont une espèce altruiste qui tente toujours de venir au secours d'un congénère. Et à ce moment-là, pour tenter de défendre ce congénère qui est piégé, il est prêt à faire face à un truc qui fait 300 fois sa taille. Et c'est une espèce qui, malgré tout ça, le fait qu'on lui fait peur, est hautement et historiquement anthropophile parce que les humains et les poubelles. Parce qu'on fout des poubelles partout. Et que plutôt que d'aller fouiller et chercher plein de trucs, c'est vachement ça. On n'a qu'à se servir. Pourquoi est-ce qu'on s'embête? Les humains, ils en foutent partout. Et en plus, ils en font rien. C'est aussi une présence qui est très importante et qui, la plupart du temps, est cachée. Quand les gens vous disent les rats pullulent, vous n'avez aucune idée de ce que c'est en dessous. En réalité, vous envoyez quelques-uns à l'extérieur et tout le monde panique. Mais ça a une forte symbolique négative, et j'ai envie de dire non nécessairement rationnelle. Déjà parce que c'est une espèce qui est vue comme très agressive, beaucoup plus qu'elle ne l'est naturellement. C'est une espèce qui est vue comme vectrice de maladies, bien plus qu'elle ne l'est en réalité. Typiquement, la peste, c'était pas eux. Voilà, par exemple, pour reposer ce truc-là. Et c'est une espèce qui est vue vraiment comme invasive, pullulante, destructrice, alors que c'est une espèce qui s'autorégule. Globalement, les portées sont plus ou moins importantes en fonction de l'alimentation qui est disponible pour les femelles en gestation. Ça veut dire moins de poubelles, moins de ratons. Voilà, globalement, pour faire très très simple. Sachant que c'est aussi une espèce qui a une forte charge émotionnelle, les gens en ont généralement peur. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que, à contrario de ça, ils ont un rôle majeur dans l'écosystème. Et là, je vais dire dans l'écosystème des villes. Globalement, si vous, je ne sais pas comment vous feriez, mais si vous arriviez à détruire l'intégralité des rats de Paris, vous avez les égouts qui sont plus fonctionnels en une semaine, à peu près.
Croyez-moi, vous allez trouver ça beaucoup plus pénible que de croiser un rat de temps en temps un samedi soir. Et ce rôle est lié directement aux inputs humains. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle de nettoyeur, ils ont un rôle de charognard, ils ont un rôle de régulation d'autres espèces qui sont aussi attirées par nos propres déchets, typiquement les blattes et les cafards, par exemple. À côté de ça, l'idée qu'on a avec eux, c'est ce qu'on va appeler une tendance éradicatrice, c'est-à-dire que globalement, les rats, on cherche peu à les contrôler, on peut à les exclure, on cherche surtout à les tuer, et on est dans ce cas-là, dans ce qu'on appelle une sémiotique de la nuisance. C'est que on parle souvent du problème des rats, les rats sont un problème dans cette sémiotique-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Là où l'a mis ici, c'est qu'on a une adaptation à l'environnement et une transmission locale. Alors, quand je dis mémoire à long terme, c'est à long terme à l'échelle du rat. Le rat, ça vit de 3 ans, donc c'est long terme à son échelle à lui. Ils ont une excellente cartographie spatiale et ils comprennent des phénomènes de cause à effet et ils ont ce qu'on appelle des capacités de problem solving. Ça veut dire que si vous décidez d'empoisonner des rats quelque part, vous en allez en tuer un, vous allez en tuer 2, et puis les autres vont apprendre. Donc ensuite, vous allez devoir changer de méthode. Entre-temps, si vous laissez comme ça des raticides dans les parcs, vous avez plus de chances que ce soit un tout petit qui ait foutu les mains dedans à un moment ou à un autre, plutôt que d'avoir tué toute une espèce. Et surtout, si vous empoisonnez des rats, ben vous avez surtout une chance d'empoisonner leurs prédateurs derrière. Et eux sont parfois des espèces protégées. Donc en réalité, l'adaptation à l'environnement et la transmission locale fait que les méthodes éradicatrices ne fonctionneront jamais sur eux. Voilà, du tout. Et ça fait que du coup, cette évolution, elle est fonction des narratives historiques et puis des narratifs nouveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là tout ce que je vous dis c'est la partie un peu plus historique, aujourd'hui on voit de nouveaux narratifs qui émergent, le fait que c'est par exemple une espèce martyre, notamment pour la recherche. On sait que l'immense majorité des cobayes animaux utilisés dans la recherche, c'est des rats et des souris. Il commence à y avoir à un certain endroit des statues, des mémoriaux aux cobayes de la recherche, aux martyrs de la recherche. Cette nouvelle apparition aussi, elle fait qu'on connaît de plus en plus leur phénomène d'intelligence et ça devient compliqué de vouloir à tout prix éradiquer une espèce dont on est convaincu qu'elle est intelligente, dont on est convaincu qu'elle est altruiste, dont on est convaincu qu'elle est empathique. Et donc la sympathie commence à se développer. Ce qui est intéressant sur ce cas d'étude, c'est qu'on voit vraiment actuellement les changements de narratif. Pauline, oui. tu dis qu'aucune méthode destructrice ne marchera sur eux, tu parles des îles, parce que sur les îles ça marche très bien. Sur les îles. Les raticides, oui, alors sur les îles, on est sur un cas un tout petit peu à part, qui est notamment le fait qu'il n'y a pas d'apport de nouvelles populations. Si on ne fait pas une bêtise en termes de bateaux, de choses comme ça, il n'y a pas d'apport de nouvelles populations. Et sur le fait que sur les îles, très souvent, on est sur une espèce qui est importée et invasive, et ce qui fait qu'elle a très peu en fait, de place dans le maillon de la biodiversité. On n'a pas de prédateurs qu'elles vont empoisonner. On n'a pas de prédateurs et on a peu de raisons d'apprentissage justement parce qu'une espèce qui n'a pas de prédateurs apprend beaucoup moins. C'est pour ça que nous, on a pu exterminer les dodos n'importe comment parce qu'ils n'apprenaient pas. Le phénomène des îles, c'est encore plus particulier parce que souvent, on va combiner plusieurs méthodes et on va les combiner de manière concentrée et agressive parce qu'à ce moment-là, on est souvent en train d'essayer de défendre d'autres espèces, notamment les oiseaux marins, pour lesquels on peut avoir des vrais gros dégâts. Mais effectivement, là, on est sur un aspect beaucoup plus urbain. Le fait de devoir exterminer une espèce pour tenter d'en sauver d'autres sur des écosystèmes particuliers, c'est un autre type de problématique. Et là, c'est vraiment en plus des considérations éthiques complètement différentes qui rentrent en jeu. Qui a le droit de vivre et pourquoi ? Ça, et ce sera un truc pour une autre conférence de au moins 2 heures, parce que c'est un très long sujet à mon avis. Le cas d'étude numéro 2, c'est celui des corneilles, qui n'est pas non plus une espèce généralement qu'on porte énormément dans notre cœur, un peu moins, mais quand même. On est plus surtout sur des espèces semi-sociales, ça veut dire qu'elles ont des fonctionnements groupe-couple. Souvent, elles font des volées sur les premières années de leur vie, ou quand elles ne sont pas très autonomes encore, où elles font le nid des parents, les volées de jeunes, le nid des parents, les volées de jeunes. Dans certaines régions, elles ont aussi un fonctionnement en groupe et en volée sur les périodes d'hiver, et puis en couple après sur les périodes d'été et de reproduction, d'élevage des jeunes. Elles sont fortement mais variablement anthropophiles. Leur présence est généralement très visible et très bruyante, mais plutôt localisée. On a une symbolique extrêmement contradictoire selon les cultures. Dans un milieu plutôt judéo-chrétien, elles sont vraiment porteuses de mort et annonciatrices de mort. Dans les cultures nordiques, elles sont les messagers d'Odin. On n'est pas du tout
sur la même symbolique et sur la même portée symbolique. Et dans ce cas-là, on a plutôt des charges émotionnelles qui sont aiguës, mais qui sont beaucoup plus modérées. Elles ont également un rôle majeur dans l'écosystème, en particulier du fait de leur grande capacité d'omnivore et du fait qu'elles soient des charognards. C'est un grand système de nettoyage. Ces rôles sont liés aux inputs humains, mais sont adaptables. Et ça, on le sait parce qu'il est arrivé un truc, je ne sais pas si vous étiez au courant, un machin qui s'est appelé le Covid. Et en fait, du coup, à un moment donné, tous les homo sapiens se sont retrouvés enfermés chez eux. À plus poubelle. Du coup, à plus les poubelles, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il s'est passé que, notamment, sur les Corneilles à Paris, sur lesquels on a un système de surveillance par bagage, les groupes des plus jeunes sont morts à ce moment-là. Ils n'avaient pas encore appris suffisamment pour s'adapter. Les adultes, on n'a eu aucune perte. Les adultes savent très bien que quand il n'y a plus les poubelles, on va chercher tel insecte, on va chercher tel bourgeon, on va chercher tel petit animal, etc., etc. Il y a un phénomène d'apprentissage chez eux qui est que leur grande adaptabilité les rend, j'ai envie de dire, moins dépendants peut-être de l'être humain. Ici, on a plutôt une tendance éloignatrice, c'est-à-dire on va plutôt utiliser des systèmes d'effaroucheurs, on en veut bien mais plus loin. Voilà. On va plutôt être dans ce cas-là sur une sémiotique de l'indifférence ou de l'indisposition. Ça fait un peu de bruit, c'est pas très agréable, mais on a rarement une hostilité très marquée. En tout cas, plus maintenant. Elles ont une capacité, encore une fois, d'adaptation à leur environnement et à la culture humaine locale. C'était quelque chose qui est sorti du programme comparatif, qui est que lorsqu'on compare le comportement des corneilles avec les humains, eh bien, un peu comme la différence entre les humains en Estonie et les humains en France, elles ont une distance d'acceptabilité sociale qui n'est pas la même. En France, où on a une tendance à se faire la bise, à pouvoir se prendre l'épaule et se serrer la main, on est une culture qui est beaucoup plus rapprochée, et on constate que les corneilles ont une culture aussi adaptée à l'humain, beaucoup plus proche, c'est-à-dire que la zone où elles vont estimer que là un humain est trop près, elles vont s'éloigner gentiment, est beaucoup plus proche que ce qui va être constaté en Estonie, alors qu'il n'y a pas du tout plus de comportement agressif ou hostile de la part des Estoniens. C'est juste la distance d'acceptabilité sociale qui est différente. Elles ont également une mémoire à long terme, alors là un peu plus long terme que le rat, parce que là pour le coup pour certains sujets ça peut vivre jusqu'à 20 ans ces machins-là quand même. Elles ont une reconnaissance des visages, et là je parle des visages humains, ce qui est une capacité très rare dans le reste du monde animal quand on n'est pas soi-même un primate. Ce qui fait d'ailleurs qu'elles savent reconnaître et elles savent se transmettre entre elles un humain qui a été particulièrement agressif ou particulièrement nuisible. Voilà. Ce qui a posé parfois quelques problèmes à certains de mes collègues du Muséum d'Histoire Naturelle, parce que parfois, il y en a un dont elles ne veulent plus entendre parler. Bon. On s'est posé la question avec le Covid. Oui, elles vous reconnaissent même avec un masque. Elles sont capables d'avoir une prévision temporelle, donc c'est-à-dire d'avoir une pensée par étapes, de penser des étapes d'un projet, de fabriquer un outil pour récupérer quelque chose. Et elles ont une grande capacité de problem solving, notamment sur cette partie-là. Ce qui va nous poser des problèmes quand nous-mêmes on essaye d'avoir des techniques en face, c'est-à-dire que vous voulez pas qu'elles vident vos poubelles, vous mettez un couvercle, elles apprennent à ouvrir le couvercle. Ou alors elles apprennent à surveiller la petite voiturette du gars qui doit ouvrir les couvercles, attacher les sacs poubelles et les déposer, et puis ensuite qui fait ça tout du long, avant qu'une autre voiturette vienne récupérer les poubelles. Donc ça veut dire qu'elle surveille la première voiturette pour avoir le moment où le sac est hors de la poubelle, il n'y a plus de couvercle, pour pouvoir le piquer, l'ouvrir, prendre tout ce qu'il y a dedans, pendant que l'autre gars, il arrive trop tard, et qu'il doit tout ramasser. Détail. Et on a ici une évolution qui est en fonction des narratifs historiques et locaux, notamment de la symbolique religieuse, j'en ai parlé un petit peu là, du rapport à la nature. Les Estoniens, si vous leur posez la question, ils vous diront qu'ils sont athées. Quand vous les connaissez un petit peu, ils sont animistes. Et forcément, le rapport à la nature n'a rien à voir avec le rapport que nous avons nous. Et notamment, le rapport au cercle privé. Qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui dépend de la nature, où moi je suis, tout simplement. Pourquoi c'est intéressant d'avoir ça? Parce que ça nous permet d'avoir un survol de l'historique de ces rôles symboliques. Chez les rats, en zone rurale, on les considère comme des destructeurs des récoltes. En zone urbaine, on les considère comme des porteurs de maladies. Les corvidés en zone rurale sont aussi destructeurs des récoltes, parce qu'on va être honnête, ce qui nous intéresse, nous, homo sapiens, en zone rurale, c'est comment on fait pousser ce qu'on mange.
Et en zone urbaine, on avait vraiment ce côté annonciateur de mort, alors qu'en réalité, c'était notre habitude à nous entretuer entre singes bipèdes et à mettre des gibets partout qui les attiraient. Elles annonçaient rien du tout, elles attendaient juste qu'on leur serve des trucs qui se mangeaient bien. Bon, bah, parfois c'était nous, mais ça c'était notre faute, hein, quand même, encore. L'intérêt, c'est que du coup, en ayant des rôles symboliques, on a des conséquences symboliques. Alors, je vais vous lire parce que ça c'est sorti du papier de l'étude, donc j'ai directement repris les graphiques parce que j'avais un peu la flemme. Mais ici, par exemple, c'est la différence de perception entre les rats et la souris. Et ici, ça va être toutes les personnes qui pensent qu'ils voient les rats beaucoup plus négativement que la souris. Ici, c'est ceux qui voient les souris plus négativement que les rats. Ça, c'est ceux qui ne voient pas de différence et qui ne sont pas particulièrement gênés, donc qui sont de plus en plus importants. Et ça, c'est ceux qui ne voient pas de différence. Les deux sont à exterminer. Ce qui est très rigolo, c'est que derrière, on fait des études qu'on appelle de métacognition, c'est-à-dire à quel point les gens sont capables d'évaluer leur propre capacité de connaissance. Est-ce que vous êtes capable de distinguer entre telle ou telle espèce? Et puis on fait des tests, et on se rend compte que les gens étaient absolument persuadés, par exemple, qu'ils avaient une énorme différence entre la souris et le rat, ils en étaient convaincus, et quand on fait les tests, ben, en fait, ils ne savent pas forcément les distinguer quand ils les voient. Mais ils sont sûrs qu'il y en a un qui est vachement plus agressif que l'autre, et il y en a un qui crée vachement plus de dégâts que l'autre, et il y en a un qui est vachement plus pullulant que l'autre, mais ils ne sont pas bien sûrs duquel c'est, alors qu'ils vous expliquent qu'ils les ont vus. Ici, c'est la même chose, c'est là, vous avez en bleu les rats, et ici, en gris, les souris. Et là, par exemple, c'est la différence de porteurs de maladies. Ici, c'est la différence d'agressivité. La souris, on le voit à peine. Ici, c'est la différence de timidité. Là, c'est la différence d'intelligence. Pour une fois, c'est les rats qui remportent. Et on voit bien qu'on a énormément de différences pour des espèces qu'en fait, les gens ne savent pas vraiment différencier. Donc, on est vraiment sur un animal idéal, un animal symbolique, beaucoup plus qu'un animal réel, nié de leurs propres interactions avec cet animal. C'était sur quelle culture Alors, ça, les rats, c'était Paris, uniquement. Voilà, là c'était Paris uniquement. Cette autre partie qui était très intéressante, c'est qu'on le demandait aux gens où est-ce qu'ils pensaient qu'était la majorité des nuisances ou des dégâts liés à ces espèces. Et les deux grandes barres que vous voyez ici, c'est la vente, c'est la restauration et le stockage ou la vente de nourriture. Donc ici restauration, ici par exemple épicerie ou toute cette vente. Et donc c'était vraiment les deux grandes parties. Celle qui est un petit peu plus élevée et normalement c'était la santé. Et en réalité, la branche qui, dans l'étude, montrait le plus grand nombre de dégâts avec des sommes les plus importantes, c'est celle qui est ici. C'est les voitures. Parce qu'on avait à ce moment-là une directive européenne qui était passée qui demandait de remplacer au maximum à l'intérieur des moteurs les plastiques par des bioplastiques qui étaient à base d'amidon de maïs. Et donc on a probablement des souris, vu la taille de tête, qui rentraient dedans, qui trouvaient que ça sentait super bon, et une fois qu'elles ont tout mangé, alors il n'y avait pas d'impact sur la santé humaine parce que votre voiture, juste elle démarrera jamais. Donc c'est pas que vous allez avoir un accident, vous pouvez, juste elle démarrera pas. Et les assureurs, ils me disaient ça, bon alors en plus ceux que j'avais interrogés travaillaient beaucoup avec de l'utilitaire, etc. Changer un moteur d'utilitaire, c'est 4 000, 10 000 euros, à peu près. Donc eux, ils avaient 10 000 euros par sinistre, et parfois ils en avaient 3 par semaine. Donc les vrais dégâts, ils étaient là. Ils étaient là, et pas du tout ailleurs, où quand j'ai interrogé les gens qui faisaient de la restauration, ou parfois qui avaient un bar et faisaient de la petite restauration, ils me disaient des dégâts, non, éventuellement psychologiques si les clients en voient, mais sinon, il y en a un quand même qui m'a dit, un jour on en a une, elle a rongé le câble du frigo, le frigo est mort et il fallait tout vider et tout changer, et acheter un nouveau frigo. Mais c'est pas tout à fait la nuisance auquel on pense quand on pense nourriture et qu'on pense santé. Et ici, il y a une chose qui est très intéressante, qui était ce j'ai appelé le pet effect. Alors le pet effect, c'est le fait que quand vous apprenez à connaître une espèce, notamment parce que vous l'avez eue comme animal domestique, ou que vous en avez apprivoisé certains, votre vision change d'une manière radicale. En bleu, vous avez ceux qui ont été propriétaires ou ex-propriétaires, et en gris, ceux qui ne l'étaient pas. Ça, c'est la différence de perception sur ceux qui croient qu'ils sont porteurs de maladies. On pense que dans ce cas-là, c'est parce que les gens, devant prendre soin d'un animal, étaient peut-être aussi simplement plus renseignés en termes de soins vétérinaires. Ça, c'est la différence de croyance sur le fait qu'il s'agit d'une espèce agressive. Parce que quand vous en manipulez un régulièrement, vous savez que non. Ça, c'est la différence sur les nuisances. Et ça, c'est le nombre de personnes qui refuseraient de rester dans un restaurant après avoir croisé un rat ou une souris entre les tables.
Donc même sur un truc comme ça a un impact. Du coup, puisque je parlais de cet impact culturel, on peut en revenir un tout petit peu sur la question de la culture de manière générale, parce que je vais parler aussi du cas culture animale. C'est quoi une culture? Une culture, c'est un phénomène qui est acquis, contrairement à un truc inné. C'est-à-dire que du coup, entre les groupes, on va avoir des différences. De fait, il existe une période critique dans les espèces qui ont une culture. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, si vous l'apprenez pendant cette période, vous en êtes possesseur. Si cette période critique passe, vous ne pourrez jamais l'apprendre. C'est valable chez nous pour les langues, c'est valable pour certains oiseaux aussi. Il y a des oiseaux chanteurs, s'ils ne sont pas exposés à des adultes qui chantent et qui leur apprennent à chanter, pendant la période critique, ils ne chanteront jamais. Ils ne sauront jamais chanter. Ici, on parle du coup d'un phénomène qui est transmis avec une idée de génération, mais du coup aussi une idée de changement. Et ça va être important quand on parle justement de la manière dont les espèces s'adaptent. Il existe donc des périodes d'apprentissage. Chez les corneilles, on les connaît. Chez les rats, il y en a aussi. C'est du coup un phénomène qui est plutôt stable. Ça veut dire que ça ne va pas changer d'une semaine à l'autre. Il existe généralement des patterns qu'on peut retrouver. Et ça, en sémiotique, c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement. Mais stable, ça ne veut pas dire figé. La culture est par définition un phénomène évolutif. Quand l'environnement autour change, les apprentissages changent aussi. La langue, par exemple, évolue, la culture évolue, la cuisine évolue. Pourquoi? Parce que du coup, ce sont l'existence d'adaptation à l'environnement. Ce phénomène, du coup, va être propre à un groupe et permet parfois de l'identifier ou de le différencier. Alors, je vous ai mis ici les chimpanzés parce que le cas des chimpanzés est assez bien documenté, au point qu'aujourd'hui, lorsque on récupère des adultes qui sont victimes de trafic de faune sauvage, qu'on les met à des sanctuaires et que les sanctuaires essayent de les réhabiliter, quand il faut les relâcher, on se retrouve face à un problème parce qu'on ne peut pas relâcher n'importe où. Mais selon les manifestations qu'un chimpanzé a en captivité dans le sanctuaire, on peut savoir de quelle zone il vient et parfois précisément de quel groupe il vient. Parce qu'il y a des pratiques culturelles qui sont tellement localisées et tellement propres à des groupes qu'on peut identifier son groupe d'appartenance en fonction de certaines pratiques qu'il a. Comme par exemple, certains pêchent les termites, mais pas tous, et parmi ceux qui pêchent les termites, certains le font avec des feuilles, d'autres avec des petits bâtons, et ça n'est pas la même technique. De fait, il existe donc des variantes entre ces groupes-là qui nous permettent de les identifier, et c'est un phénomène qui marque l'individu comme appartenant à un groupe. Ce qui nous pose aussi des problèmes parfois lorsqu'il s'agit de relier son sujet au groupe, c'est-à-dire lorsqu'on est face à certains individus qui ne seront jamais relâchables. C'est malheureusement le cas à l'heure actuelle sur toutes les problématiques liées au Marineland, avec le cas des orques. Les orques sont des animaux fondamentalement culturels. On relâche une orque à l'heure actuelle en milieu sauvage, c'est la vouer à la mort. C'est un individu qui ne sait pas chasser comme son groupe, c'est un individu qui ne sait pas parler avec son groupe. Donc c'est un vrai problème parce que c'est des individus qui sont absolument, j'ai envie de dire, irrécupérables pour quelqu'un qui l'a beaucoup utilisé ce matin. C'est malheureusement le cas. Qu'est-ce que ça nous fait donc dans notre culture à nous? Eh bien, ça fait que dans notre culture, on a parfois ce qu'on appelle des phénomènes traumatiques. Et les phénomènes traumatiques se répandent dans des cultures. Chez nous, on a eu un phénomène traumatique, en Europe en particulier, qu'on a appelé la peste noire, qui en réalité était plusieurs épidémies de peste différentes. L'impact sur les humains, c'est 5 ans avec plusieurs vagues successives et 25 à 45 millions de morts en Europe. Ça représente à peu près 30 à 50% de la population. L'idée de dire, c'est on a le droit d'avoir ce traumatisme-là. Notre espèce, à ce moment-là, elle a vraiment fait face à quelque chose qui était très grave pour elle. Vous avez perdu 50% de votre population en 5 ans, vous avez un vrai gros problème. On estime que le temps de récupération démographique, ça a été de 4 siècles pour revenir là où on est. Donc vraiment, c'est quelque chose qui a été extrêmement marquant. Et c'est normal, du coup, de développer des phénomènes d'évitement ou des phénomènes d'hostilité envers ce qu'on croit être la cause de cette catastrophe. De fait, on a eu un impact sur les rats qui étaient vus comme ceux par qui la maladie est arrivée. En réalité, c'était bien plus probablement les gerbilles arrivées des plateaux de l'Est, où aujourd'hui, en Mongolie, on a encore des cas de peste qui sont endémiques. Et surtout, l'idée, c'était que les rats n'étaient pas les vecteurs de la peste. Ils en étaient juste malades en premier, parce que le vecteur, c'est la puce. Et donc, les rats qui sont tout près du sol et tout petits, ils étaient attaqués par les puces en premier, ils étaient donc malades en premier,
Et une fois qu'ils étaient tous morts, eh ben, la puce, il fallait bien qu'elle trouve quelque chose à manger. Généralement, ben, c'était nous. Mais pas que. Dans les textes, on trouve effectivement des cas où le bétail aussi a eu la peste, ou les chiens avaient la peste. C'est des choses qui se voient dans la littérature. Ils étaient du coup vus comme les transmetteurs, alors qu'ils étaient en réalité victimes de la maladie eux aussi. Et ils ont depuis été vus comme une espèce qu'il faut exterminer pour notre sécurité, alors qu'à l'exception notable, et qui est une vraie problématique sur laquelle il faut travailler, à l'exception de la leptospirose, il n'y a pas réellement de zoonose qui passe par le rat, tel que Rattus norvegicus est à l'heure actuelle dans les zones urbaines en Occident. Je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, c'est juste que comme c'est des zones que je n'ai pas étudiées ailleurs, bah, du coup je préfère me mettre comme ça plutôt que de m'avancer sur quelque chose. En plus de tout ça, on a, je vous en parlais, des événements naturels qui créent ou qui aggravent ces situations de tension. C'est-à-dire que déjà, on doit cohabiter avec des espèces avec lesquelles on a des problèmes, parfois on a une histoire traumatique, parfois symboliquement c'est compliqué, et en plus on se retrouve à devoir vivre tous ensemble des situations qui sont pas cool, qui sont de notre faute, mais qui sont pas cool. Notamment, on a alors des vagues de chaleur, je ne sais pas si vous avez remarqué ces temps-ci. Elles sont de plus en plus fréquentes sur les dernières années, je sais pas, la météo me dit que là il doit faire 33 à l'ombre, à peu de choses près, donc bon. Lors de l'étude qui s'étalait sur les rats à Paris de 2019 à 2021, on a eu 42,6 en juillet 2019. Pareil. C'était un peu beaucoup. Voilà. C'était un petit peu beaucoup. Mais on trouve des événements similaires déjà en 2015, en 2017 et en 2018. On a des problèmes de gestion des ordures qui attirent les rongeurs et les corvidés, c'est-à-dire que si la nuisance est principalement psychologique parce que on a du mal à les voir quand même, c'est un truc qui grouille comme ça, c'est compliqué pour nous. Il faut se rendre compte qu'un des meilleurs moyens, c'est d'avoir une meilleure gestion des ordures. Et croyez-moi, je crois que tous les Parisiens seraient d'accord pour avoir une meilleure gestion des ordures à Paris. Donc en plus, là, on est sur un effort qui mettrait tout le monde d'accord. Et surtout, on a, lors des vagues de chaleur, un déplacement des activités humaines de nuit, parce qu'en journée, on crève de chaud. Ce qui fait que les rongeurs sont plus visibles, parce que eux, déjà, leur zone d'activité, c'est principalement la nuit. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on a nos moments d'activité qui se rencontrent, alors que généralement, elles évoluent dans des zones un petit peu différentes. On a aussi les phénomènes de crues, c'est pas anormal, là où il y a des rivières, il y a des crues, et les humains, ils aiment bien construire leur ville autour des rivières, donc voilà, on sait. Mais effectivement, on a une augmentation de la fréquence des épisodes les plus sévères. En juin 2016, on a eu 6,10 m à Paris. C'était intéressant. Dans le parc juste de la rue, juste derrière chez moi, il y avait des cygnes qui se baladaient au milieu du parc. On a eu 5,90 m en juin 2018. Pour vous donner une idée, la norme, c'est 2 mètres. Hein. Voilà. Donc, on faisait un peu beaucoup. Et surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, les égouts sont inondés eux aussi. Et donc, on a la fuite des refuges souterrains de la part des rongeurs. Donc à ce moment-là, ils deviennent beaucoup plus visibles, simplement parce qu'ils n'ont nulle part autre où aller qu'à la surface. On a enfin les vagues de froid, c'est encore peu fréquent, mais c'est déjà survenu 2 fois dans les 5 dernières années à ce moment-là. Les corvidés, et à Paris et à Tartou, ne migrent pas, et du coup ils deviennent plus intrusifs et plus proches de l'humain, et plus entrants dans les infrastructures quand les températures chutent. Et je dis ça alors même que les corvidés qui vivent en Estonie sont quand même normalement habitués au froid. Mais il y a quand même une limite à tout, c'est-à-dire que quand vous voyez des corneilles se comporter comme des pingouins, vraiment en cercle comme ça, vous dites que là quand même on est sur faisant un problème. De fait, les problèmes actuels de cohabitation, alors c'est quoi? Avec les rats, c'est des dommages qui sont réels, on l'a vu, mais pas là où les gens le pensent la plupart du temps, et des nuisances qui sont avant tout psychologiques et symbolique. Et les problèmes avec les corvidés, c'est des perturbations dans la gestion des ordures. Quand vous essayez d'avoir quand même un truc propre, notamment en vous disant ça attirera moins les rats, et que vous avez des individus qui vident l'intégralité des poubelles pour atteindre le sac McDo qui est au bout, parce qu'elles ont compris c'était quoi le logo de McDo, et leur nourriture préférée c'est les frites. Donc l'espoir qu'il puisse y avoir encore des frites dans ce truc-là leur fera vider toute une poubelle intégralement. Et également la destruction des pelouses et des jardins. Si vous allez au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, régulièrement vous pouvez voir des panneaux que les jardiniers mettent en disant « Non, nous n'avons pas été attaqués par des sangliers ». Ce sont les corneilles qui sont en train de dépioter la pelouse complètement pour récupérer les larves de hannetons qui sont en dessous. Elles trouvent ça très très chouette. Et dans tous les cas, on a ces questions de surpopulation, alors qu'on voit bien que la population, elle n'existe que parce qu'il y a des inputs humains qui lui permettent de subsister.
et d'agressivité. Chez le rat, on voit bien que c'est souvent parce que les rencontres avec le rat se font dans des circonstances où on est surpris, où ça se fait de nuit, à des moments où on ne s'y attend pas, donc forcément on surinterprète les mouvements brusques. Les problèmes d'agressivité avec des corneilles, il en existe quelques-uns, c'est généralement à l'inverse au moment de la nidification, et au moment où on a le phénomène du poussin tombé au sol, dans une zone passante. Et à ce moment-là, on a effectivement des parents corneilles qui vont voler très proche des têtes des humains, qui ne se rendent pas compte qu'il y a un poussin juste là, simplement parce que ils sont en train de défendre un poussin tombé au sol. On n'est pas vraiment sur de l'agressivité, c'est quand même beaucoup exagéré de le dire comme ça. Mais ça peut surprendre, hein, ça fait un peu Hitchcock. Est-ce que, juste, oui. Est-ce qu'ils ont quand même une agressivité avec d'autres espèces? Parce que j'avoue que je les ai vus attaquer un nid de héron. Ah ben oui, oui. Ça... Là, alors l'agressivité envers d'autres espèces, elle va arriver dans deux cas. Un cas prédatorial, quand il y a des œufs ou des poussins et que ça fait de la nourriture facile d'accès. Et dans un cas défensif, c'est-à-dire si on est sur des espèces qui sont prédatrices de leur nid. C'est-à-dire typiquement les faucons. Alors, un très bon endroit pour les repérer comme ça, c'est qu'à Paris, aux alentours de la tour radio qui est... c'est au 15e, près du centre Beaugrenelle, je crois. Il y a un couple de faucons cresserelles qui s'est installé dans la tour radio. La zone est complètement désertée par les corneilles. Les faucons vont du coup beaucoup prédater les pigeons, mais généralement ils s'évitent parce que les faucons cresserelles sont des prédateurs des nids des corneilles. Donc s'il y a un faucon qui se balade tout seul, il y a de fortes chances qu'il soit attaqué par un parent qui est sur le nid à ce moment-là, et comme il y a des phénomènes de volée, que le parent en question appelle le reste de la volée et qu'on peut voir à ce moment-là tout un groupe venir s'en prendre au faucon. Donc on va avoir des cas prédatoriaux. Et on va avoir des cas avancés défensifs. Mais oui, ça se passe complètement. Cette agressivité-là, elle est généralement assez peu problématique pour les gens, à part pour la charge symbolique, où parfois ça leur paraît absolument monstrueux. Mais bon, quand ils voient un faucon qui tombe sur un truc de pigeon et qu'il déchèque tête à moitié pour le mettre dans le nid, c'est impressionnant aussi à voir. Donc, c'est pour le coup peut-être plus l'aspect que les gens sont moins habitués au phénomène plus naturel de proie prédateur, et surtout à le voir en ville. Quand c'est à la campagne, ils savent que la nature c'est comme ça. Mais encore une fois, il y a cette idée que la ville ne devrait pas être un écosystème comme un autre. Donc pour les gens, ça a l'air d'être beaucoup plus agressif et beaucoup plus violent parce que c'est un milieu qui n'est pas pensé comme un milieu naturel. Le terme agressivité, il est très humain. Il ne s'applique pas du tout quand on parle de... Quand on fait vraiment de la vraie éthologie et quand on écrit des espèces animales, on ne va jamais dire des espèces sont agressives entre elles. On va dire une espèce a prédaté une autre, comme tu dis, ou a fait de la défense. Oui. Il y a quelques cas où on va le faire quand même, notamment le ratel, qui est une espèce agressive parce que le ratel est un animal qui tous les matins se réveille et choisit la violence. C'est-à-dire son mode de vie, c'est d'agresser tout ce qui bouge. Et ce qui est très bien, c'est parce que du coup, il y en a beaucoup qui l'évitent. Donc du coup, c'est un très beau moyen de défense. On va pas dire très territorial, je connais pas le ratel bien, mais est-ce que tu vas pas dire plutôt une espèce très territoriale? Ah non, parce qu'il n'est pas territorial, il se balade, il agresse tout ce qui bouge. Dans quel but? Alors, en fait, c'est le fait que dans la nature, il y a toujours des stratégies contre. C'est-à-dire, par exemple, chez les humains, on est majoritairement droitier. Mais il y a 20% de gauchers, parce que ça peut te donner un avantage, tu as les avantages collaboratifs et compétitifs. Et en fait, c'est ça, quand tu as une stratégie majoritaire dans la nature, avoir la stratégie opposée peut parfois te donner un avantage. Dans le cas de la nature, ça va être le fait que, dans l'immense majorité des cas, on ne va pas au conflit sans une vraie raison, parce que c'est un risque d'être blessé, ça dépense de l'énergie, voilà, on ne va pas au conflit sans raison. Donc, l'immense majorité des espèces ont cette idée qu'on ne va pas au conflit sans raison. Donc, un machin qui va au conflit sans raison tout le temps, en fait, court-circuite un peu c'est l'équivalent d'une niche écologique, mais du point de vue comportemental. Il y en a quelques-uns comme ça. Le manchot Adélie aussi a cette stratégie de partir du principe que s'il fonce devant sur quelque chose, les autres espèces vont se dire qu'est-ce qu'il fait, et en fait il va obtenir la fuite la plupart du temps. Mais ce sont des stratégies très particulières et effectivement le terme agressivité va être utilisé pour décrire réellement des comportements très spécifiques et généralement assez rares. Mais c'est des stratégies. Donc ce que je disais, c'est que sur les problèmes de cohabitation, on a surtout un problème majeur de communication. On a déjà une mécompréhension sur les rats et les corvidés qui est identique, c'est l'impossible surpopulation, c'est un discours qu'on entend beaucoup, il faut réguler. Il faut réguler parce qu'il y a une surpopulation. Non, il n'y a pas de surpopulation sur aucune de ces espèces parce que ces espèces, elles ont, j'ai envie de dire, une niche écologique qui est définie, elles ne peuvent pas aller au-delà. S'il n'y a pas plus de ressources, elles ne seront pas plus nombreuses. Et sur la
question de la surpopulation des corvidés, il y a aussi en plus cet aspect qui est que dans l'immense majorité des cas, je vais en parler, les contre-mesures ne font qu'empirer la situation. Pour les rats, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a, ces derniers temps, notamment dans les problèmes de communication, des travaux urbains qui créent des problèmes supplémentaires. Nous, on a besoin dans nos villes de faire de la maintenance. Ce qui fait que c'est beaucoup en souterrain à Paris, encore une fois, qui est un gruyère, et du coup on perturbe les colonies, on en a encore plus à l'extérieur. Donc ce qui fait qu'à ce moment-là, au moment où on se dit déjà qu'il y en a beaucoup, on est en fait en train de les perturber encore plus et de les avoir encore plus à l'extérieur. Et du coup, on a oublié, peut-être dans cette partie-là, l'importance des rats dans le bon fonctionnement des égouts et dans le bon fonctionnement des souterrains. On les pousse encore plus en dehors, alors que leur rôle dedans est important. Et c'est un problème. Sur la partie des communications, donc je disais, on a une reconnaissance des visages humains à long terme et surtout elle est transmise par les pairs. C'est-à-dire vous êtes agressif avec un couple en particulier, vous détruisez le nid d'un couple en particulier, non seulement il va vous en vouloir à vous, mais en plus il est possible qu'il les apprenne à toute la volée à se méfier de vous. Et qu'à chaque fois que vous arrivez, vous entendez tous les cris d'alarme tout autour de vous. Ça fait très très Hitchcock, hein, ça pour le coup, Julien me disait ça. Ça fait très très Hitchcock parce qu'il crie l'alarme et il crie l'alarme contre vous spécifiquement. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la destruction d'un nid ou un comportement agressif unique peut générer l'agressivité au long terme de toute la volée. Donc les interventions sur les groupes de corneilles ne sont pas des choses à faire à la légère. Et généralement, les contre-mesures ne vont faire que empirer la situation. Ça va être soit d'essayer de piéger, soit ça va être d'essayer de détruire des nids, ce qui aggrave en plus cette agressivité. Ça peut être aussi le fait d'avoir ce phénomène de vouloir réguler pour éviter certains dégâts. Là, encore une fois, on a eu un truc incroyable qui s'est appelé le Covid, ce qui fait que pendant un temps, les gens ont été confinés, y compris les chasseurs, donc les opérations de tir et de piégeage ont été quasiment réduites à néant pendant un an. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on n'a pas plus de dégâts quand on ne les régule pas, en fait. C'est 600 000 individus tués par an, à peu près. En termes de dégâts agricoles et urbains, ça ne change rien. Voilà. Non, peu de choses. C'est compliqué quand même à admettre. Pourquoi du coup il faut communiquer mieux? Donc je vous avais parlé du pet effect. Déjà parce qu'une espèce, plus on la connaît, plus on vit avec elle, et plus en fait les phénomènes d'appréhension, la symbolique négative, est contrée. Là c'est très intéressant parce que cette partie-là, c'est des parties qui peuvent être solutionnées simplement par de la vulgarisation ou par la sensibilisation et la médiation scientifique. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, il y a juste besoin de communiquer mieux sur c'est quoi l'espèce, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment est-ce qu'on peut cohabiter avec, c'est quoi la réalité de sa vie. Et ça, c'est très très intéressant. Pauline, je te coupe encore, mais oui. Sur ça, je pense que tu l'as appelé pet effect parce que les gens ont eu un animal. On l'ont eu chez eux. Ils l'ont eu chez eux. On a géré avec eux de manière très proche. C'est très oui. très différent. Tout à fait. Alors, c'est tout à fait, mais l'idée c'est que ici l'effet est très important. Le fait d'avoir de la vulgarisation nous permet d'atteindre un effet qui est moins important, mais qui permet aussi de brasser plus large. Moi, donc, je crois plus à ça. Je suis une communicatrice scientifique, c'est mon métier, et j'y crois plus. Bon, écoute, ce sera un débat pour avoir sur la partie juste suivante. Je pense qu'on aura du temps pour les échanges et les questions après. Oui, oui, ok. L'autre partie, ça va être, et c'est ça qui est intéressant sur la partie, merci, sur la partie plus communication, c'est quelque chose qui est ressorti de cet effet, de cette étude, pardon, que on avait appelé le ratatouille effect. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a analysé les données de cette étude, on s'est retrouvé avec une anomalie statistique lorsqu'on analysait par génération. Et ma première idée, c'était de me dire, ok, c'est parce que la génération en question, elle a plus souvent eu peut-être le rat comme animal domestique. Sa tête était plus un phénomène à la mode à ce moment-là. Donc on a peut-être juste cette idée de pet effect qui est dedans et qui est noyée. Donc on a sorti des données, tous les propriétaires ou anciens propriétaires de rats et de souris, pour voir si cette anomalie statistique au niveau des générations existait toujours. Et elle avait encore augmenté. Donc c'était extrêmement, extrêmement localisé sur une génération en particulier, qui était les 18-25 ans au moment de l'étude. Là, on avait sur ceux qui considéraient que les rats étaient mignons, sur ceux qui considéraient l'inverse que c'était des nuisibles. Donc là, c'était tous les autres groupes d'âge, et ça, c'était ce groupe d'âge-là. Les autres groupes d'âge étaient assez homogènes entre eux. Ça, c'était ceux qui trouvaient que si vous êtes dans un restaurant et que vous voyez une souris passer entre les tables, vous trouvez ça drôle ou vous trouvez ça mignon. Ça, c'est la différence. Et ça, c'est ceux
qui voulait que les rats ou les souris soient complètement exterminés des villes. Ça, c'est un pourcentage qui était faible, mais on en avait quand même chez les autres groupes d'âge. Là, c'est un groupe d'âge qui a 0. Généralement, je me méfie des chiffres avec 0, mais là, j'en avais juste pas. Et en fait, en cherchant et en faisant les entretiens, qu'est-ce qui vous avait marqué, etc., on s'est rendu compte que c'est la génération qui était enfant au moment de la sortie de Ratatouille. L'histoire de Ratatouille, c'est le rat est un gentil, ceux qui veulent le rat hors de la cuisine sont des méchants. C'est très très bête, mais ça change complètement les narratifs avec lesquels les personnes construisent leur vision du monde. Pourquoi? Parce que, vous vous souvenez, j'avais parlé de période critique. Il y a une période critique pour la construction de la culture, pour la construction des représentations symboliques. Et là, c'est tombé en plein dedans. C'était ceux qui avaient entre 5 et 11 ans. Donc c'était le moment où ils ont construit leur représentation, et ils ont une représentation dans laquelle le rat est un gentil. C'est aussi du coup la génération chez laquelle on a vu le plus de dissonance entre parfois la symbolique et l'émotionnel, c'est-à-dire ceux qui avaient encore parfois des croyances fausses sur les rats, croyant que c'était destructeur pour l'alimentation en ville, etc. Mais étant en disant, oui, je pense que c'est une nuisance, mais je veux vraiment pas qu'on leur fasse du mal. C'est-à-dire que cette partie-là avait fait marcher l'empathie chez eux. Ils avaient construit une plus grande empathie envers l'espèce. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses dans l'idée de s'adresser au grand public. Ça peut être de proposer des objets audiovisuels. Ça, c'en est un qu'on avait réalisé sur les corneilles, co-réalisé avec Clément Champia, pour lequel on a eu un prix au Festival Paris Sciences. Ça peut être de s'adresser avec un objet de texte. Ici, c'était d'expliquer le concept de liminaire, de donner les données à voir, parce que parfois on dit oui, mais ce serait du bon sens, mais quand les données vont à l'envers, ça peut faire bouger un peu. Ça permettait de parler de l'histoire en commun et surtout de donner la parole aux humains qui vivaient au contact de ça de manière permanente, les professionnels qui avaient quelque chose à voir dessus. Et puis c'était aussi d'avoir une interface chercheur-grand public, parce qu'encore une fois, si les chercheurs font des trucs tranquillement dans leur coin sans jamais que le grand public comprenne à quoi ça sert, eh ben, il n'y a pas beaucoup de légitimité quand des résultats arrivent. L'idée, c'est de créer aussi des objets qui permettent de suivre les projets tout au long du cours, de découvrir qu'est-ce qu'on a comme résultat là en ce moment, et pas juste les trucs finaux en bout. L'idée est d'impliquer encore une fois toujours plus le grand public. On a présenté les projets, on pouvait proposer des ouvrages réguliers. Je disais expliquer et vulgariser, merci d'être là aujourd'hui, encore une fois. Et du coup, l'idée est de parler de comment est-ce que ça se retranscrit dans les cultures urbaines, et en particulier dans les cultures urbaines hybrides. Et c'est là qu'on va parler un peu plus des types de villes. Dans les cultures occidentales, on voit beaucoup des cas de culture animale et de culture humaine qui sont superposés et qui sont en recherche de coexistence. Alors, je vous disais « ettevatus », qui veut dire « attention », et ça, c'est des panneaux que vous pouvez voir dans les jardins, et ça dit « Attention, les corneilles ont des petits, merci de prendre l'autre chemin ». Ça n'est là que quelques semaines par an, mais l'idée c'est on ne peut pas les déplacer, on ne peut pas faire le jardin ailleurs, on va essayer de coexister sur des périodes un petit peu plus compliquées. A l'inverse, ce qu'on observait beaucoup dans des cultures du sud global, c'est-à-dire qu'elles étaient plutôt côte à côte et en recherche de compromis. Et ça, c'est une de mes photos préférées, c'est Abidjan, mais on va en parler juste après. Dans les villes, dans la catégorie de ces cultures urbaines, on a pu dresser 4 grandes catégories. La première, c'est le désert, c'est l'idée qu'on va avoir une biodiversité qui est en train de mourir en silence. C'est globalement des cas où on a des designs de piètre qualité, parfois parce que la ville est vieille et qu'elle s'est construite comme ça et qu'on n'y a pas plus réfléchi. Ou généralement, on a un mauvais urbanisme, parfois parce que la ville est surpeuplée et pauvre, mais pas que. Souvent, on a d'autres espèces et des écosystèmes qui sont vus soit comme des ressources qu'on peut exploiter, soit comme des consommables qu'on peut détruire, soit comme des nuisances qu'il faut exterminer. Et dans ces cas-là, on est sur une sémiotique de l'exploitation et de l'hostilité. Ça se diagnostique par le fait qu'on trouve de l'artificialisation très importante des sols, une grande pollution de l'eau, une pollution de l'air, une pollution lumineuse importante, des risques épidémiques et la fragmentation. L'image que je préfère de ça, c'est la piste de ski au milieu du désert à l'intérieur de Dubaï. Voilà, c'est en termes d'aberration et de ville désert, je trouve que celui-là est ce que j'ai de plus fondamental. À l'opposé, on peut avoir le système oasis. Le système oasis, c'est vraiment cette idée de l'oasis au milieu du désert, c'est sauver ce qui reste. C'est vraiment le système qui permet de sauver les meubles.
Dans ces cas-là, on a un design et un urbanisme qui sont relativement neutres, ils n'accompagnent pas l'espèce, ils ne la rejettent pas non plus. Ces activités et ces infrastructures sont des fournisseurs donc de nourriture, de refuge, de lieux de nidification, mais ils sont isolés, c'est-à-dire qu'autour, on a des monocultures et on a vraiment souvent des routes, des fragmentations, des axes de fragmentation. Donc la ville est isolée, elle est vraiment un oasis au milieu de pas grand-chose. C'est un endroit où on va trouver du coup des rassemblements massifs d'espèces, parce qu'à l'extérieur, il y a le manque de proie, il y a la pollution du sol ou de l'eau, il y a la raréfaction de la nourriture de manière générale, où il peut y avoir aussi l'agressivité humaine au niveau des champs. Pourquoi est-ce qu'on trouve autant des corneilles en ville? C'est parce qu'en campagne, elles se font tirer pour éviter les dégâts sur les récoltes. On est dans ces cas-là dans une sémiotique de la tolérance, ou de la coexistence, parfois de l'indifférence. Mais on n'a pas ni de discours agressif, ni de volonté agressive, et on ne construit pas des discours et des symboliques d'accompagnement non plus. Généralement, on voit une moindre artificialisation des sols, on a la présence d'îlots verts qui permet un peu ça. On a quand même un risque épidémique important, notamment avec les zoonoses, parce que cette présence n'est quand même pas pensée. Elle est tolérée, mais elle n'est pas réfléchie, elle n'est pas accompagnée. On parle ici d'oasis géographique. On a quand même une importante perturbation des cycles reproductifs et des cycles alimentaires, parce que les espèces que ça attire ne sont pas parfois toutes membres de la même chaîne alimentaire. Et on est surtout sur une situation qui n'est pas contrôlée et qui est fragile. C'est un oasis, mais il ne faut pas grand-chose pour que ça redevienne un désert. Un cas que j'aime beaucoup comme ça, c'est Mumbai. Et ça, c'est ce qui est pris par un piège photo au milieu du bidonville de Mumbai. Vous avez la porte là, des gens. Vous avez une autre porte ici. Et ceci est un léopard. Et il se balade au milieu de la ville. On pense qu'il y en a à peu près une quinzaine dans les bidonvilles de Mumbai. On n'a pas d'attaque recensée sur les humains, hormis dans les cas où c'est des animaux qu'on a piégés pour essayer de les déplacer et qui sont revenus et qui ont du coup considéré que l'humain était un truc dangereux pour eux et qu'il fallait s'y attaquer. Dans l'immense majorité des cas, ils se nourrissent des chiens errants et ils laissent les humains parfaitement tranquilles, y compris quand on a des petits incidents, genre les gens qui vont vider leur eau de vaisselle et qui accidentellement arrosent un léopard qui était en train de dormir dans un buisson. Même dans ces cas-là, on n'a pas d'attaque. Donc on est généralement sur un phénomène de cohabitation, mais on sent bien que c'est fragile et il ne faut pas grand-chose pour que ça se dégoupille. À cet open-là, on va avoir plus grave, c'est celui qu'on appelle le purgatoire. C'est le moment où des choix sont faits et ces choix créent des difficultés. Ici, non seulement le design il est absent, mais il est chaotique et il est généralement temporaire. On parle à ce moment-là d'une extension sans contrôle ou sans régulation. On va être sur un urbanisme qui est médiocre, sans planification, avec une construction et une gestion au fil de l'eau, en fonction de comment les choses se présentent. Généralement, c'est effectivement temporaire, c'est une phase de changement ou d'expansion majeure. Il y a quelque chose qui se passe et on va y répondre sans... Et du coup, on va avoir à ce moment-là ce qu'on appelle une sémiotique de l'impensé. L'idée des autres espèces n'est tout simplement pas pensée. Comment le diagnostic? C'est une perturbation massive de l'écosystème, non seulement au sein de cette ville, mais tous les alentours, des risques très importants de pollution de tout type, une fragmentation très importante. Souvent, comme il y a extension, il y a déforestation. Il y a une destruction importante des routes migratoires, ce qui fait que non seulement on crée des problèmes pour l'espèce qui est là, mais on crée parfois des problèmes pour des espèces qui vont de là à là et qui se retrouvent juste à devoir gérer au milieu. Et on a des conflits de territoire. Le problème des conflits de territoire, c'est que soit ça pose des problèmes au niveau des espèces qui sont là pour y survivre, soit ça va être que plusieurs espèces vont se battre pour un même territoire parce qu'il ne reste plus que ça. Et à ce moment-là, on va avoir un très très gros problème. Soit parfois, on va avoir des espèces qui vont tenter des incursions en milieu humain parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est ce qu'on voit de plus en plus avec le fait qu'on n'a jamais autant vu d'ours polaires approcher des zones humaines. Et l'ours polaire, comment dire, face à un ours polaire, soit vous pouvez vous enfermer quelque part, soit vous êtes mort en fait. C'est à peu près ça. C'est pas une espèce que vous pouvez outrunner. Vous pouvez pas courir plus vite qu'elle, vous pouvez pas l'attaquer. Non, là vous êtes mort. Donc c'est un vrai problème. L'exemple que je pense qui est le plus emblématique de ça, c'est Jakarta. Pourquoi? Parce que le pays est en train de déménager sa capitale. Ils vont refaire la capitale ailleurs, notamment sur l'île de Bornéo, où sont les dernières populations d'orang-outans.
c'est un désastre absolu pour une espèce qui est déjà extrêmement fragile. Et c'est une décision que peut-être, effectivement, il fallait prendre parce que Jakarta est menacée par la montée des eaux. C'est un vrai problème. Mais là, on est sur une réponse qui est plus ou moins catastrophique. Et enfin, il existe des cas où on va pouvoir parler du sanctuaire. Et le sanctuaire, c'est, on a un refuge, il faut le défendre. C'est pas juste on est un oasis là, c'est comment est-ce qu'on va créer les systèmes autour. L'idée, c'est déjà qu'il faut un design qui accepte son rôle de refuge de biodiversité. On ne va pas, là, tout de suite, arriver à inverser le changement climatique et la 6e extinction à nous tout seuls. On va être un refuge et il faut l'accepter. Il va falloir, du coup, créer des compromis entre les intérêts humains et ceux des autres espèces. C'était tout ce qu'on a vu avant. C'est une version organisée de l'oasis, en fait, avec l'idée d'aider les espèces, parfois, si c'est possible, à réinvestir leur territoire d'origine. C'est pas toujours possible, mais l'idée, ça peut être aussi de leur donner les bonnes clés pour ça. Ici, on va être enfin sur une sémiotique de la cohabitation, du soin et de la responsabilité. On va le voir par le fait que c'est un endroit où on a des réductions des différents types de pollution. Ça peut prendre son temps, encore une fois, parce que si vous avez un sol qui est pollué au plomb, vous en avez quand même pour quelques décennies avant d'arriver à faire quelque chose. Ça va être un endroit où on va se poser la question de la gestion des canicules, autrement qu'en installant juste la clim, notamment en ayant les îlots verts. Ça va être le fait d'avoir une politique officielle de cohabitation, ce qui impose que les autres espèces vont devoir avoir des statuts, notamment des statuts juridiques qui permettent de savoir quoi en faire, comment défendre, qui a des droits, qui est en charge de surveiller ces droits-là. Ça va être des investissements, oui, parce qu'on va être honnête, pour tout ça, il va falloir des sous à un moment donné. Il va falloir avoir de vrais programmes dessus et des infrastructures. Et surtout, il n'est jamais possible de faire quelque chose tout seul. Ça va demander des programmes de conservation avec une coopération soit avec d'autres villes, soit avec d'autres pays et de manière générale internationale. Et c'est là que je veux revenir sur Abidjan. Alors ça, c'est Abidjan de nuit, en vue satellite. Tout ça, c'est Abidjan. Vous savez ce que c'est ça? C'est la seule, c'est une, je crois la seule ou la deuxième seule forêt primaire du monde à être techniquement au milieu d'une ville. C'est-à-dire que plutôt que de raser la forêt, ils ont construit autour. Parce qu'ils avaient besoin de s'étendre, parce que Abidjan c'est énorme et parce que c'est une population énoncielle. Ils avaient besoin de s'étendre. Mais on s'est dit, non, on ne va pas pouvoir juste détruire ça, c'est juste pas possible. Il va falloir qu'on trouve autre chose. Alors, il y a effectivement de toute façon des problèmes, parce que avoir ça au milieu, ça fait que les gens peuvent être tentés par le braconnage. On sait qu'il peut y avoir ce genre d'ici, mais l'idée ça a été, non, cet endroit est intouchable. Alors, il va falloir le temps pour le faire respecter, il faut investir, il faut avoir des gardes forestiers, il faut avoir des politiques publiques, il faut prévenir, faire de la prévention auprès des gens, mais ça va être la seule solution. Et je trouve que le fait qu'on puisse le voir de nuit comme ça, cet immense parc-là, qui est absolument intouché, c'est assez représentatif et je trouve que c'est très très visuel et j'aime énormément cette image-là. Sachant que Abidjan, c'est aussi une ville qui est déjà habituée, et je pense que c'est aussi une partie clé, à de la cohabitation humaine. C'est-à-dire que là, sur les bords, si vous regardiez la carte en Google Maps, vous avez à peu de choses près les églises catholiques, la mosquée, le temple protestant à l'espace de 500 mètres. C'est déjà une ville qui sait qu'elle doit faire cohabiter des humains très différents. Et du coup, la cohabitation est quelque chose qui s'étend. Est-ce qu'il y a une continuité après entre ce qu'ils ont gardé forêt primaire et puis les autres forêts à l'extérieur? Il y a un passage vert. Il y a un passage vert qui existe. Il est plus petit, mais surtout, les routes sont... aujourd'hui, ils se sont aperçus qu'une partie des routes et des passages comme ça sont utilisés par les chimpanzés quand ils bougent. Alors, c'est très rare parce que les chimpanzés ont peu de migration, mais ils s'en servent effectivement pour certains oiseaux migrateurs et pour l'espace. Et ce qui fait aussi que les seuls bâtiments qui sont autorisés dedans, c'est les bâtiments éducatifs et scientifiques. Ce qui fait qu'ils sont aussi recensés. Et parfois, le lieu peut servir de réserve et d'accueil de réserve à d'autres populations menacées, à d'autres endroits. Et parfois, ils ont servi de lieu de reproduction, ce qui permettait de pouvoir sortir certains individus pour aller les réintroduire dans des zones où la population locale était plus suffisante, notamment en termes de diversité génétique. Parce que avoir quelques individus, c'est une chose, mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'il y ait de la diversité génétique. Donc, il y a un passage vert qui existe, et il y a aussi des passages et des transmissions qui sont faites, on va dire, accompagnées par l'humain. Ça correspond à quelle surface, cette zone-là? Alors, Pas en kilomètres carrés, mais par rapport à Lyon ou à Paris en termes de quartier. Alors, je ne sais plus, je l'ai su, et je vais le retrouver là tout de suite parce qu'on va me le sortir.
Et les autres zones qui sont là-bas, c'est de la forêt également, j'imagine. Il y a des zones de forêt, il y a des zones de montagne. Alors, alors je vais le retrouver. L'idée c'est de savoir quelle est la surface minimum, quoi, mais ça dépend. Alors ici, ils ont 35 km². 35 km² encore de ville. Ça vous donne une idée de la taille de la ville aussi. Il faut se rendre compte à quel point c'est grand Abidjan. C'est immense Abidjan. J'ai du mal à savoir ce que ça donne 35 km². Là tout de suite, j'ai pas de comparaison avec. Ouais, c'est. Je ne sais. Tu mets 6 km par 6 km. Ah, tu mets Paris dedans sans problème, peut-être tu mets. Tu mets Paris dans ta forêt. Ouais. Si, ça fait 6 km par 6 km. 36 km. 36. Ah oui, c'est 6 fois 6. Alors en fait, Paris, ça dépend si tu comptes toujours les couronnes, les couronnes, les trucs comme ça. Je sais pas, Paris. Le centre alors. Le centre de Paris. Ou 7 x 5, on combine à peu près combien? Voilà, ça fait la moitié de Paris. La moitié de Paris, voilà à peu près. Oui, à une mâche près. Donc c'est aussi pour vous donner une idée de la taille que fait Abidjan à côté, quoi. Et c'est vraiment pas ils ont réservé un bout de parc en bout de jardin. Ça est vraiment, ils se sont dit il y a toujours besoin d'étendre, mais on a étendu autour. Voilà. Et on continue à protéger cette zone-là, à considérer qu'elle est définitivement non constructible. Je vous ai mis tout un tas de références si jamais vous voulez. Voilà, ça c'est les études avec ce qu'elle a littéralement appelé Big Cats in Our Backyard. C'est le cas des gros chats de Mumbai. Ici, vous avez notamment les problèmes que pose l'usage des raticides sur le reste de la biodiversité. Ici, on est sur la manière dont différentes stratégies se retrouvent au niveau des patterns généraux pour les mouvements au sein des différentes villes. Donc ça, c'est vraiment selon les différentes villes. Est-ce que vous êtes des villes type désert, type oasis? Qu'est-ce qu'on va trouver comme pollinisateur, par exemple? Ça va être ici des notions des différents animaux qu'on peut retrouver en ville, notamment ce qu'on va appeler des animaux domestiques relâchés dans les différentes villes. Ici, on a l'étude de Frédéric Giguet et Loki Charansol qui était comment est-ce que, si vous voulez arrêter que vos corneilles fassent des trous de sangliers au milieu des tranchées, vous avez juste à arrêter le ton de la pelouse. Parce que des fois, les solutions ne sont pas si compliquées que ça, en fait. Ici, on a l'étude de Mainzulf sur la manière dont les corneilles sont capables de reconnaître à long terme les visages humains à partir du moment où elles ont fait du mal. Et ici, on a l'étude des différents impacts des pollutions lumineuses, qui est une des formes de pollution encore les moins étudiées aujourd'hui, sur différentes espèces, et notamment sur les espèces nocturnes, majoritairement les insectes, mais aussi beaucoup les chauves-souris, qui ont un impact important sur la biodiversité. Et je pense que voilà, je pense qu'on est bon. Et puis je vous remercie tous pour votre présence, votre temps, votre écoute. Et puis je pense qu'on aura du temps pour échanger et pour avoir des questions. Merci énormément d'être venu. Temps pour des questions. Moi j'ai une question pour toi, Nicolas. Oui. C'est quelle relation tu fais entre Zoopolis et cette présentation d'aujourd'hui? À quel endroit c'est intéressant pour Zoopolis? Alors nous on est vraiment sur cette question de la cohabitation. Zoopolis c'est vraiment de penser les vivants, les êtres vivants, mais dans les mondes humains. Ça ne veut pas dire que les réserves naturelles et que tout le widening ou l'ensauvagement n'est pas intéressant. Justement, il y a des politiques, il y a des choses qui sont mises en place, ça avance et tout ça. Mais la question des vivants non humains dans cette cohabitation, dans notre quotidien, elle est peu pensée en fait. Elle est peu pensée. Et donc c'est peu et quand elle l'est mal. La slide sur le design, on reparlera un peu après, mais les catégories, tout ça, sur d'où ça vient. Bon, je suis hyper intéressé parce que je vois Elsa
fait pas les mêmes formes de catégories ou de voilà. Et je voulais savoir si tu avais publié dessus ou si oui, celui-là, soit il est publié, soit il est accepté et il va sortir incessamment sous peu. Je sais plus, j'en ai tellement sur le feu que je sais plus. Si tu veux, il faut penser le gîte et le couvert pour toutes les autres oui. Mais il y a des questions relationnelles au sens de c'est conflictuel, bien sûr. Et moi, je parle de coalition inconfortable, c'est-à-dire la présence des autres êtres vivants sont nécessaires à faire un monde habitable. Mais ça vient re-questionner profondément le confort des modernes, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire en fait les villes ont toujours été interspécifiques, et c'est que récemment qu'on est dans une espèce d'hygiénisation qu'on a complètement repoussé, et que en fait il faut se refaire, je vais proposer un mot un peu fort, mais coloniser, décoloniser, refaire, ou repeupler, on va dire, pour être plus doux, il faut se faire repeupler par les autres êtres vivants. Et ça va venir questionner notre monde. Sachant que c'est même pas tant repeupler que ça, parce qu'on en a qui sont toujours là, on en a qui sont toujours là et qui sont importantes. On a vu aussi un changement, pour le coup ça a été étudié par d'autres, pas par moi, mais on a vu beaucoup de changements dans du Covid où les gens ont redécouvert la nature en ville et se sont aperçus que ça leur avait manqué. Il y a ce phénomène, tu en parlais, du phénomène de biophilie qui est très intéressant, et ça aussi on peut en débattre pendant très longtemps. Mais il y a effectivement le fait que souvent cette cohabitation, soit elle n'est pas pensée, soit elle est pensée mal aussi. Ce que tu disais dans tes catégories, il y avait pas de gueule, là où ça n'existe pas dans les imaginaires. Ah oui, il y a des cas où c'est de l'impensé complet. Et ça, moi, c'est beaucoup ce que je rencontre dans les questions d'urbanisme ou d'architecture. On pense les humains, le confort des humains, et en fait, cette question-là n'est jamais pensée. J'ai travaillé avec une entreprise qui a installé des panneaux solaires sur un lac. Et en fait, ils ont été surpris de voir les oiseaux nichés sous leurs panneaux solaires. Et du coup, j'ai dit, repensons le design pour accueillir en fait cette... D'autant plus que, quand tu dis on a beaucoup pensé pour le confort humain, on se rend compte aussi que l'absence de ces espèces a des problèmes sur l'aspect humain. Je veux dire, aujourd'hui, un des problèmes qui n'est pas du tout abordé là-dedans, mais qui va devenir un problème de plus en plus majeur, c'est le fait que de plus en plus, on a des maladies vectorielles qui remontent. Donc le moustique qui était gênant en été va devenir dangereux réellement pour nous. Il n'a plus assez de prédateurs. On n'a plus de zones où il y a assez de grenouilles, où il y a assez de... Surtout les amphibiens qui sont vraiment ultra sensibles à la pollution. On n'a plus assez dans les zones humides où eux ils peuvent prospérer. On n'a pas leurs prédateurs naturels. Parce que, dont on parlait l'autre jour, parce que les grenouilles ça fait du bruit. Oui, mais on va être honnête, si j'ai le choix entre devoir mettre du double vitrage ou avoir la dingue, je vais choisir le double vitrage. En plus, il y a plein d'avantages au double vitrage, donc c'est pas juste sur ces cas-là. Voilà, c'est que en réalité, on va devoir faire ces compromis-là, mais on a moyen de les trouver de manière à ce qu'ils soient vraiment profitables pour tout le monde, parce que personne ne peut avoir une espèce qui vit complètement déconnectée des autres. Ça ne peut pas bien se passer. D'ailleurs, on le voit, on a tendance à le faire, et ça se passe pas très bien ces temps-ci pour nous. Ça c'est en train de commencer à pas mal se passer. Donc, oui. J'ai pu observer d'autres formes, des fois, de cohabitation entre l'humain et des pigeons, des corneilles aussi, en France, dans l'habitat collectif et en logement social, avec des populations d'Afrique du Nord, dans lesquelles il y a du nourrissage volontaire. Et je pense une conscience quand même que c'est des espèces qui peuvent être gênantes. Et je me suis toujours posé la question de quel était un peu le fondement culturel ou religieux, et je me demandais si tu avais pu étudier ce genre de situation en France. En France, j'ai pas pu l'étudier sur une grande variété de territoires. Bon, Paris c'est quand même grand et c'est quand même assez multiculturel, mais on sait quand même qu'il y a un fond culturel qui est quand même assez homogène par certains aspects. En revanche, ce qu'on considère, c'est qu'effectivement, le fait de considérer quelle place on laisse à une espèce, comment est-ce qu'on la considère, comment est-ce qu'on considère tout de suite qu'il y a un problème ou pas de par sa simple présence, c'est quelque chose effectivement qui est éminemment culturel et qui est souvent religieux. Il y a un projet qui, pour l'instant c'est pas fait parce que problème de financement, voilà, avec l'IRD justement en partenariat avec un groupe à Abidjan, où notamment à Abidjan ils ont certains types de fourmis qui font une taille importante, qui font des nids qui sont pour le coup un peu en extérieur, un peu comme on voit les termitières, sauf que là c'est des fourmis. Et en fait, pour certains groupes de Côte d'Ivoire,
il y a un rapport religieux avec ces fourmis-là. C'est-à-dire qu'on pense que quand on leur donne une offrande en faisant une prière, eh ben, elles emmènent votre prière à chaque fois pour autant de fourmis qu'elles sont et pour autant d'offrandes. Donc clairement, on va avoir des groupes qui vont avoir tendance à veiller sur ces fourmilières-là et considérer qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça. Et on peut avoir effectivement ce phénomène de nourrissage-là au moment des offrandes. Donc c'est quelque chose qu'on peut tout à fait trouver. Et sachant que souvent, comme effectivement, il y a ce phénomène de, j'ai envie de dire, de cohabitation, les chercheurs avec qui on discutait à Abidjan m'ont dit globalement, il faut comprendre qu'en Côte d'Ivoire, la moitié sont musulmans, l'autre moitié est catholique et 100% sont animistes, à peu de choses près. Donc c'est une idée aussi que si c'est une espèce qui a un rôle important pour un groupe, les autres groupes vont essayer d'y faire un peu attention en se disant c'est important pour eux. Bon, moi je trouve que c'est pas très esthétique ou ça m'embête un peu d'avoir ça dans mon jardin, mais pour eux c'est important, on peut faire un effort aussi. Donc il va y avoir aussi ce phénomène de tolérance entre humains qui crée aussi des phénomènes de tolérance entre espèces. À ma connaissance, c'est pas quelque chose qui est très étudié encore, et je suis sûre qu'il y a un vrai truc très très fort à avoir ça. Ça s'est vu un petit peu sur le programme estonien avec les corneilles, puisque étant animistes, les Estoniens ne voyaient pas de toute façon qui on était pour interdire à une autre espèce d'être là. Parce que le rapport aux différentes choses n'est pas du tout le même. Mais parce que pour eux, il y a des forêts qui sont sacrées et des fontaines qui sont magiques. Alors pourquoi pas des corneilles qui se baladent en ville, c'est pas plus surprenant que le reste. Donc il y a vraiment en fait aussi ce phénomène d'imaginaire, de symbolique et d'émotionnel qui joue très très fort. Parce que quand on veut que certains changements soient faits, on ne va pas pouvoir aller vers quelque chose qui brutalise symboliquement ou émotionnellement les gens. Les nuisances psychologiques sont des vraies nuisances. Il faut les repenser pour effectivement changer cette partie, j'ai envie de dire, ces représentations-là et proposer d'autres narratifs. Et quand on propose d'autres narratifs, on voit surtout, on va être honnête, quand c'est effectivement des narratifs chez les plus jeunes, qu'on a un changement. Mais à mon sens, je pense que c'est des changements qui réclament souvent une génération. Est-ce qu'on a une génération devant nous? Je ne sais pas, mais il semblerait qu'on n'ait pas trop le choix, donc peut-être tenter. Voilà, c'est petit. Ouais, peut-être si c'est la suite, si tu veux continuer sur la suite, parce que moi je vais moi poser une question. Non, mais ceci, là tu as parlé beaucoup des espèces qui sont, on va dire, locales, on va dire, qui font partie d'un écosystème. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'espèces qu'on appelle invasives, hein, oui. qui, et techniquement, on peut se poser la question, bon voilà, c'est quand même un être vivant, par contre, il est là, il est en train de détruire beaucoup la biodiversité locale, et donc je me demande... C'est tout à fait l'exemple que tu soulignais sur le cas des îles, par exemple, où on a des rats qui détruisent des colonies entières d'oiseaux marins. C'est des cas qui sont éthiquement difficiles. Voilà, alors l'exemple type, et c'est pour ça que je pense que c'est le cas des chats en Australie. Oui. J'adore les chats, je suis fan des chats. À un moment donné, il se passera un craquage dans ma vie où je vais débarquer avec un carton à la SPA en demandant le plein, s'il vous plaît, je vais rentrer, mon mari se dira qu'il y en a 15 et il ne sait pas d'où il sort. Pour autant, je comprends le choix des Australiens de se dire il va falloir qu'on éradique une grande partie de la population des chats si on veut sauver nos reptiles locaux. C'est des choix qui sont très difficiles à faire et c'est des choix qui, à mon sens, ne doivent pas être faits à la légère si on essaye de trouver parfois d'autres possibilités. Typiquement, on sait très bien que sur ce cas des chats-là, rien de tout ça ne serait arrivé si les gens se comportaient comme des propriétaires responsables et si on faisait stériliser ces animaux. Bon. Sauf que là, on est effectivement face à un phénomène d'urgence. Comme je dis, parfois, il faut un temps de génération. Et là, sur ce qui est le cas des chats en Australie, les reptiles et les oiseaux australiens qui sont menacés, ils n'ont pas le temps d'attendre une génération de chats qui soient stérilisés et qui en aient moins. Donc là, on est effectivement sur des problèmes. Et ça, c'est des considérations éthiques qui, à mon sens, sont très lourdes. Elles ne doivent pas être faites à la légère et elles ne doivent pas être faites par facilité. Mais je pense que des fois, il faut admettre qu'on n'aura pas d'autres solutions. Et là, tu cites un exemple qui est chat, où il y a une relation affective, et il y a plein d'autres cas où il n'y a pas cette relation affective. Moi, j'ai la reine du Japon dans ma haie. Je ne vais pas dire que... et donc, je me pose toutes les questions. Après, il y a le frelon asiatique, il y en a plein, qui sont des espèces extrêmement invasives, où on n'a pas une relation affective. Ouais.
Et en même temps, c'est des êtres vivants. Et donc, c'est cette notion d'appliquer les différentes règles en fonction des cas. Bon, moi, je me pose, c'est aussi une question, vu que la renommée du Japon, elle est dans le lit de la voisine. Mais mon jardin, il est minuscule, mais bon. Et donc, elle est en ce moment, elle est vraiment quotidienne pour moi. Mais voilà, je me dis, c'est pas la réponse. Bah, dans ces cas-là, effectivement, il y a deux choses, comme je disais, il va falloir voir le côté écosystème aussi, c'est il faut essayer de penser dans le global, et encore une fois, c'est des questions parfois de balance bénéfice-risque. Il faut avoir conscience que parfois, pour sauver 5 espèces, on va être obligé de taper sur une autre. C'est dramatique parce que ça ne serait pas arrivé si on n'avait pas des bateaux qui ramenaient des rats sur des îles ou des trucs comme ça, ou si on avait des gens qui étaient des propriétaires responsables d'animaux. C'est eux qui vont payer pour le fait que nous, on a fait des conneries. Mais il y a des cas où si on veut arriver à protéger un écosystème, ou certaines espèces qui sont déjà très mal en point, il va falloir qu'on prenne des décisions. Encore une fois, je pense que c'est des décisions qui ne doivent jamais être prises à la légère. Il faut toujours essayer de voir si on peut trouver d'autres solutions, notamment tu parlais du cas du frelon asiatique. On est en train de se poser de la question, puisque dans son milieu naturel, le frelon asiatique ne crée pas tant de problèmes que ça aux abeilles parce qu'elles savent s'en défendre. La question c'est, est-ce que les nôtres peuvent apprendre, par exemple? Est-ce qu'elles peuvent apprendre à s'en défendre? Auquel cas, on aurait beaucoup moins de problèmes parce que finalement, on retomberait sur un jeu à 5 minutes. Elles peuvent apprendre, c'est juste que est-ce qu'elles ont le temps? Est-ce qu'elles ont le temps? Voilà, c'est ça. Donc c'est des trucs comme ça. Parfois, est-ce qu'on veut se dire, quelle autre solution on a? Ça ne doit jamais être fait à la légère, mais je pense qu'il faut admettre que parfois, on se retrouve face à un dilemme moral et qu'il y a des choses qu'on va devoir faire qu'on n'avait pas spécialement envie de faire. Il y a un livre qui peut t'intéresser qui s'appelle En plein vol de Thomas Van Doren. C'est Penser la biodiversité au seuil de l'extinction et c'est 5 cas d'études sur des oiseaux et j'en cite un qui rebondit sur votre échange qui est qu'en fait il y a des oies blanches américaines qui sont en train de disparaître, les populations et en fait pour recréer les populations ils ont besoin de prendre des bernaches du Canada pour couver les œufs parce que les systèmes de couvage artificiel ne fonctionnent pas ou mal, voilà. Et il faut aller vite parce que ça fonctionne pas bien en fait le processus de. Et donc du coup ça pose des questions éthiques. Du coup on vient utiliser une espèce qu'on qualifie nous de non en danger, donc on met dans une catégorie. Et qu'on va enfermer en cage, qui ne va pas pouvoir, on va saboter sa vie, ses conditions de vie et son bien-être, au bénéfice d'une autre espèce. Et ça pose les questions, parce qu'on est, vous savez tous, on est dans la figure de l'extinction de masse, on rentre dedans, et ça va poser des questions, ces questions éthiques, régulièrement, et nous, avec Zoé Police, ça a commencé, on a commencé à travailler des questions de philo-bioéthique, de comité d'éthique et tout ça, parce que systématiquement, en fait, ça pose toujours ces questions d'éthique et ça demande des arbitrages et des discussions. Il va y avoir aussi, juste pour rebondir sur ce cas-là, des fois où ces questions éthiques vont se poser au sein d'une même espèce, mais pour des générations différentes. En Australie, c'est beaucoup le cas du diable de Tasmanie. Les diables de Tasmanie, ils ont des cancers transmissibles à l'heure actuelle, et c'est en train de décimer complètement la population. La seule stratégie que les Australiens ont trouvée, parce qu'ils font des recherches sur ce cancer-là et pour l'instant ils n'ont rien trouvé qui permette de le combattre, c'est de capturer des diables de Tasmanie, d'attendre, de vérifier qu'ils vont bien, de les tester, etc. Et de les faire se reproduire en captivité jusqu'à ce que finalement la population sauvage se soit éteinte du fait de ce cancer et que sans doute la maladie se soit éteinte avec elle. Ce qui fait que là, on a plusieurs générations de diables de Tasmanie qui ne verront jamais la liberté dans l'espoir que les générations suivantes puissent la voir. Donc même au sein d'une même espèce, parfois, pas hériter des héritages culturels dont tu as parlé. Même au sein d'une même espèce, parfois on peut avoir en se disant oui, mais c'est pour les protéger eux, oui, mais à l'échelle de l'individu, c'est parfois des individus qui vont devoir vivre en captivité toute leur vie, dans l'espoir que leur descendance puisse être relâchée. Même là aussi, on peut avoir ces questionnements. Il n'y a parfois même pas besoin d'attendre que ce soit au service d'une autre espèce. Oui. Oui. Je voulais savoir l'objectif de ta recherche. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Est-ce que le fait de faire une classification de ces villes, est-ce qu'elle a un intérêt? Est-ce que vous voulez essayer de mettre ça en place en Europe et de classifier les villes en fonction, leur donner des bons points en fonction de si c'est un oasis, un refuge ou pas? Est-ce que tu as fait ta présentation auprès des services urbains de la ville de Paris, puisque tu vis là-bas?
Quelle a été la réception? Moi, c'est un peu l'application pratique de Oui. tes recherches. L'application pratique, alors pour l'instant, comme je disais, on n'avait pas eu plus de publications que ça parce que le papier est en attente de publication, donc généralement, avant de faire des trucs très très publics, on attend que le papier soit vérifié par les pairs, etc. Mais bon, là, il est accepté, donc voilà, ça c'est des recherches qui sont encore assez récentes. Donc, tu publies dans quel journal du coup? Alors, ça dépend. Ça peut, généralement, c'est Biosemiotics. Et je préfère autant que possible être sur Science System Studies. Science System Studies a l'avantage d'être un journal qui, est en open access pour les lecteurs et est gratuit à publier pour les auteurs. Et ça, c'est très particulier parce qu'en fait, c'est des journaux qui fonctionnent. Là aussi, on pourrait parler de plein de choses au niveau de la recherche. En fait, c'est des journaux qui fonctionnent au point de vue universitaire. L'idée, c'est que les universités considèrent que ce qui serait bien, c'est que, selon la spécialité d'un département ou d'une faculté, il y ait un journal qui soit géré par l'université, avec des règles de publication. Par exemple, les chercheurs affiliés à cette université n'ont pas le droit de publier plus de tant de % de leurs publications ou tant de fois par an au sein de ce journal-là. Et le journal finance, l'université finance quelqu'un pour servir d'éditeur de ce journal. C'est un travail au sein de l'université. Et en fait, pour une université, ça coûte vachement moins cher d'être en charge d'un journal si toutes les autres universités jouent le jeu après, que de devoir payer les abonnements qui coûtent extrêmement cher aux autres éditeurs. Donc, par éthique, généralement, même si l'impact factor est vachement plus faible et que ça a un impact sur mon propre index, mais voilà, je préfère publier dans Science System Studies. Donc ce papier-là, il va être publié dans Science System Studies. Et donc l'application? Sur le niveau de l'application, alors l'idée c'était, à l'origine, il avait été utilisé surtout pour produire des guidelines pour certaines personnes qui étaient en demande, et notamment certaines mairies qui étaient en demande de où est-ce que nous on en est et qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'elles ont parfois beaucoup de mal à savoir où attraper la plotte et qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Donc déjà, il y avait ce système de demande-là. Le programme sur les corneilles à Tartu, il arrivait après un premier programme d'études de l'impact des corneilles en ville, où ils s'étaient rendu compte qu'ils avaient très très mal évalué les besoins de leur population, où apparemment ils se plaignaient énormément de nuisances en termes sonores, pour le coup, et où ils avaient mis en place un programme d'effaroucheurs. Et en fait, quand ils avaient fait une étude générale dans la population à la fin, ils s'étaient rendu compte que les gens se plaignaient plus des systèmes d'effaroucheurs que des corneilles, parce qu'ils étaient tombés dans un piège de minorité hostile, c'est-à-dire que les gens qui avaient envoyé des plaintes tout le temps, c'était beaucoup les mêmes, mais en fait, ils ne représentaient pas tant que ça. Et il manquait énormément d'outils culturels pour vraiment se rendre compte de c'était quoi les vrais problèmes de cohabitation de leur population. Donc, il y a ces demandes-là, déjà. Et puis, il y avait aussi le fait que ça devait aussi, encore une fois, on essaiera de le faire financer, mais pour l'instant, ça n'a pas pris, d'avoir ce programme avec l'IRD et notamment avec Abidjan, parce que dans les villes qui sont en demande de développement humain, qui ont vraiment besoin de se développer pour répondre aux besoins de leur population, elles se disent que s'il faut se développer pour derrière tout défaire et refaire autrement, ça a un coût qu'en tant que pays du Sud global, elles ne peuvent pas assumer. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on essaie de se développer bien du premier coup. Qu'est-ce qu'on doit faire qui permettent d'éviter les mêmes problèmes? Parce que si on se développe pour finalement recréer des îlots de chaleur et que toutes les canicules soient pires ou qu'on ait des inondations qui ont un coût matériel et humain terrible qu'on ne sera pas capable d'assumer, c'est un problème. Donc il y a une demande pour ces outils-là, pour développer les programmes, et après on attend le fait que... Tu ferais par exemple des critères, des listes de critères Alors en fait là je vous ai fait la version extrêmement raccourcie. On a un très très gros modèle de diagnostic des problèmes de cohabitation qui tient compte des comportements des espèces, de la culture humaine, des programmes symboliques humains, c'est-à-dire il y a des systèmes de questionnaires en population générale, des systèmes d'entretien avec certains professionnels en particulier ou certains stakeholders, personnes impliquées, soit ça peut être des institutions, ça peut être des associations, ça dépend en fait de la problématique qu'on rencontre. Et en fait tout ça, ça rentre dans un énorme modèle qui va nous permettre de pointer les problèmes importants et surtout leur nature. Est-ce qu'on est face à un problème de nuisance matérielle? Est-ce qu'on est face à un problème de nuisance symbolique? Est-ce qu'on est sur du matériel déplacé, comme c'était le cas avec les rats, où il y avait vraiment des nuisances matérielles, mais pas du tout là où on croyait qu'elles étaient? Et en fait, on a cette espèce d'énorme outil diagnostique qui derrière va permettre de dire, ok, voilà ce qu'on va pouvoir mettre en place une fois qu'on a pointé le bon problème.
Et les villes vous sollicitent directement, pardon, je suis désolée, je pose une question, mais je voudrais creuser ça parce que c'est très appliqué. On va rarement au fond, tu vois, les choses concrètement sur le terrain. La ville, la mairie, je sais pas, contacte, toi tu travailles au muséum Non, là pour... Tout ça, c'est l'IRD alors, il y avait cette idée de projet pour l'instant, malheureusement, il n'a pas été fondé par l'IRD, donc il est en suspens, mais c'était effectivement Abidjan qui était en demande. Un peu meneur, voilà, qui était à Abidjan. Française, hein. Alors... C'est quand même rigolo. Voilà, mais effectivement, j'ai aussi des demandes. Alors, c'est pas tout à fait une ville, mais c'était des mairies d'arrondissement à Paris qui parfois étaient face à certains problèmes un peu plus particuliers, notamment la mairie du 14e qui avait un problème particulier de Corneille parce qu'en fait, ils avaient eu certains agents municipaux qui avaient détruit des nids et du coup, il y a un endroit où il y a la volée du 14e qui déteste tous les agents municipaux de la mairie de Paris et ça pose un certain nombre de problèmes. Du coup, ils viennent vers vous, ils vous contacteraient, et toi, parce que tu es la seule à connaître ces modèles. Alors, non, sur les problèmes de Corneille, il y a beaucoup l'équipe du muséum du CESCO de Frédéric Giguet qui intervient, et qui intervient en plus généralement de manière ponctuelle aussi sur des cas où il rencontre des oiseaux agressifs, où en réalité on est souvent sur un problème de gestion très très ponctuelle. Et Frédéric, comme ça, a aussi tout un cas de gestion. Est-ce qu'on est face sur un poussin qui est au sol ? Est-ce qu'on est face sur un animal qui a quelques problèmes ? Généralement, on peut trouver aussi des troubles chez un animal spécifique. Lui, son hypothèse qu'il n'a pas pu encore complètement tester, parce qu'on ne sait pas bien comment tester ça d'une manière éthique, c'est que certains des oiseaux ont été un peu trop élevés par l'humain, et du coup, ils n'en ont pas peur, pas assez pour leur propre sécurité. Et donc, du coup, il y a des phénomènes de un peu de thérapie de choc, où l'idée, c'est on va lui faire comprendre que l'humain, c'est pas un truc agréable, et puis après, on le relâche, et du coup, il va tenir sa distance, il va gueuler quand il n'est pas content, etc. Mais on n'a plus un animal qui est capable de venir au contact, et du coup, les gens n'ont plus une demande que quelque chose soit fait de manière impérative. Il est en train de crier dans son arbre, bon, voilà, c'est... Donc, ça va dépendre aussi du Mont-Blême. Toute l'équipe de Frédéric Giguet est devenue, on va dire, une grande spécialiste au niveau des corneilles, et c'est en train d'étendre notamment aux autres corvidés, notamment avec des programmes sur les choucas en Bretagne. Donc, heureusement, sur les cohabitations avec certaines espèces clés, il y a d'autres équipes aussi qui, en fait, se spécialisent dans une espèce. Parce qu'en fait, ce serait sympa que ce soit juste, tu vois, que ce que vous développiez en recherche, vous le diffusiez ensuite pour que des acteurs du territoire se l'approprient et puissent appliquer à leur population, tu vois. Oui, c'est pour ça. L'équipe de Giguet essaie beaucoup de communiquer dessus. Ils ont déjà un programme de sciences participatives avec le fait que les corneilles sont baguées, que les gens peuvent participer à ça. Ouais. Ils ont sorti toute une bande dessinée qui raconte d'ailleurs comment est-ce que certaines personnes sont tombées amoureuses de la chasse aux corneilles en tant que photo sur des choses comme ça. Ils ont un livre de vulgarisation qui est sorti. L'urbanisme, comment orienter, comment faire le choix ils essayent de convaincre notamment, mais alors ils se sont heurtés au fait que, typiquement pour le cas de pourquoi est-ce que les corneilles détruisent les pelouses, parce qu'elles cherchent les hannetons, qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, si on ne tombe pas les pelouses, en fait c'est très particulier, les larves de hanneton stridulent sur un truc que nous on ne peut pas entendre, mais les corneilles l'entendent. Sauf que si tu as des herbes qui sont un peu trop hautes, le son qui est déjà très faible devient plus audible et du coup elles arrêtent de pluguer le truc partout. Et la réponse de l'urbanisme ça a été oui mais c'est pas beau. On a eu les mêmes sur plein de sujets, on a eu c'est pas beau. Il y a tout un volet apprendre à vivre avec une pelouse niquée, tu vois. Voilà. Et c'est ça de se dire est-ce que c'était vraiment mieux d'avoir une pelouse où on a l'impression qu'il y a un troupeau de sangliers qui est passé au milieu. Mais... C'est super bon pour la biodiversité en fait. Voilà. En fait, tu vas apprendre à avoir le beau là-dedans, tu vois, et ça comment t'influences ça? C'est des imaginaires. Et c'est... juste des récits, c'est juste de la vulgarisation, des bandes dessinées, il y a un peu de tout, et pour ça je crois que les exemples que je préfère, c'est les jardiniers du muséum, qui sont ceux qui sont en première ligne pour ça, qui à chaque fois qu'ils font les plantations, du coup pas pour la pelouse, mais pour les fleurs à proprement parler, mettent un grillage par-dessus, parce qu'ils ont appris qu'elles essayent de retourner leurs pousses, etc., mais qu'au bout d'un moment ça leur passe. Voilà. Et surtout, ils ont appris à les considérer comme des espèces de voisins un peu chiants. C'est genre, c'est la vieille Mireille du 5e, c'est vraiment, ils ont un truc comme ça. Ils aiment bien quand même. Mais oui, c'est ça, et ils en avaient une à un moment donné qu'ils ont trouvé sous un buisson qui était ultra agressive envers eux, et ils se sont dit, c'est peut-être qu'elle est blessée, parce qu'en plus elle est sous un buisson, donc peut-être elle essaie de nous attaquer parce qu'elle est blessée, elle a mal quelque part. Donc ils ont pris une grosse bâche, ils lui ont jeté dessus, ils l'ont capturée, ils l'ont emmenée au centre vétérinaire de la ménagerie, du coup, en se disant peut-être elle est blessée. Ils l'ont examinée, ils ont fait, ah non, elle est juste chiante.
Elle est juste ultra caractérielle. Il lui dit, oh oui, du coup on l'a relâchée, elle s'appelle Cindy, elle est là-bas. Ils en ont une qui s'appelle très caractérielle, c'est la plus chiante de oh oui, du coup on l'a relâchée, elle s'appelle Ils ont appris à vivre avec ce côté très caractériel, que je trouve absolument génial. C'est la plus chiante de tout. Ils ont appris à vivre avec ce côté. Et je trouve que ça va parce que je trouve quand ils parlent aux gens, ils leur transmettent. Ils disent, ah mais vous n'êtes pas embêtés avec les pelouses? Non, c'est en octobre, après ça leur parle aux gens, ils leur transmettent. Ça aussi, ils leur disent, ah mais vous n'êtes pas embêtés avec les pelouses? Non, c'est en octobre, après ça leur passe. Et là ça devient un individu avec un nom en plus. Mais ça c'est... Voilà, c'est un individu avec un individu avec un nom en plus. Ça c'est de la même manière que les c'est un individu avec un nom. Au début du livre de Brigitte, les gens qui allaient se bar avaient appelé cette souris Brigitte. Les gens, c'était plus juste une souris qui peut faire peur à la clientèle. C'était les gens qui allaient se bar avaient appelé. Et ça devient très différent aussi parce que là c'est un individu. C'était plus juste une souris qui peut faire peur à la clientèle. C'était Brigitte. Et ça devient très différent. Alors parce que là c'est un individu. Mais en fait, ce qu'ils me disaient, c'est que pour eux c'était une souris. Donc, par niveau, une souris, une corneille. Mais en fait, voilà, c'est de dire une souris, une corneille. Par niveau, une souris, une corneille. Alors qu'à l'inverse, ils ont le cas au tout livre de Gibier d'un corbeau freux. Alors qu'à l'inverse, comme c'est un corbeau, voilà, une livre de Gibier d'un corbeau freux. Enfin voilà, c'est comme c'est un corbeau. Dans notre cas, comme on a une langue où les noms ont un genre parfois indépendamment du genre des individus, on constate qu'il y a beaucoup cet aspect-là. Un genre parfois indépendamment du genre des individus. On dit beaucoup un nom de garçon pour un chouka et un nom de fille pour une corneille. Cet aspect-là. Ça vient plus facilement. On dit beaucoup un nom de garçon pour un chouka et un nom de fille pour une corneille. Ça vient plus facilement aux gens. Les souris, justement, est-ce que tu as des idées pourquoi les souris étaient peut-être un peu considérées? En fait, dans les adjectifs que tu as montrés avec cute, etc. Les souris sont cute, les rats sont intelligents. Est-ce que c'est pas déjà intelligent aussi comme adjectif? Alors, c'était surtout a priori une relation de taille. Quand on parlait aux gens, ils n'avaient aucune idée de en fait à quoi un rat ressemble. Ils disaient, mais tu te rends pas compte, à Paris, les rats sont métants, ils parlaient aux gens comme ça. Oui, c'est un rat. En fait, à quoi un rat ressemble? C'est un rat. Pour eux, rat, souris, ils avaient en tête que c'était à peu près pareil. Donc les souris, c'est petit, mignon, etc. Pour eux, rat, souris, ils avaient en tête que c'était à peu près pareil. Oui, mais souvent quand tu les vois en animalerie, en plus, ils sont jeunes, c'est souvent des juvéniles. Donc ils ont en tête, un rat, c'est ça. Non, un rat adulte, c'est un beau bébé, c'est souvent des juvéniles. Donc ils ont en tête, un rat, c'est ça. Non, c'est la moitié d'un paquet de farine, c'est un beau pain sur la balance quand même. Et c'est vrai que si ça te fait face, c'est la moitié d'un convaincu que c'est comme ça, sur la balance quand même, c'est beaucoup de questions. Mais il y avait ça vraiment cet imaginaire de la petite souris blanche, du truc petit, mignon, dusteux, craintif, et du gros rat avec des grandes dents, etc. De la petite souris blanche, du truc petit, mignon, alors que les rats, quand on les chatouille, ils rigolent en ultrason. Et je trouve ça génial. Alors que les rats, quand on les chatouille, ils rigolent en infrason, en ultrason. Et je trouve ça génial. Ça peut être une idée, c'est vrai que j'aurais un peu peur d'infliger 1h30 de conférence à un rat, peut-être. Ça peut être une idée, c'est vrai que j'aurais un peu peur d'infliger 1h30 de conférence à un rat, c'est quand même très perturbant pour eux. Je viens déjà pas avec mon chat en conférence. Mais ça pourrait... Non, c'est beaucoup pour le transport. Non, mais pour eux, je viens déjà pas avec mon chat en conférence. Mais je pense effectivement que localement, ça peut être une vraie idée. Mais je pense effectivement qu'il y en avait une là, oui, je crois. Ok, bah deux alors. Oui, il y en avait une là, oui, je crois. Ok, bah deux alors. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites sur par rapport aux avec les design aussi avec les plans, pas justement est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites sur le place, mais vraiment les intégrer avec les animaux aussi, avec les plans, en essayant de comprendre les signes, les sens pour les donner tiens, ça ce serait intéressant de faire essayons de comprendre les signes des animaux avec les corbeaux-journées. Il y a une partie des recherches de ça était dessus, pas tout, parce que nous on est un peu plus, j'ai envie de dire, sur l'aspect curatif, c'est-à-dire qu'on arrive sur des situations où il y a déjà parfois quelques problèmes. Mais par exemple, ces crevettes mélodies des poubelles, c'est une question centrale pour les deux espèces dont j'ai parlé. Mais par exemple, ces crevettes mélodies nous on a eu des problèmes d'attentat, donc centrale pour les deux espèces dont les poubelles devaient être transparentes pour qu'un engin explosif ne puisse pas être caché dedans et ne devait pas avoir d'arceaux en métal autour pour qu'en cas d'explosion ça ne serve pas de projectile et que ça ne soit pas dangereux. Le problème c'est que ne devait pas avoir d'arceaux en métal autour, ça s'ouvre n'importe comment, ça se déchire n'importe comment, donc voilà, il y a des choses à penser. Le problème peut-être
sur un aspect de quelque chose qui soit sur un plastique, qui soit transparent, sur quelque chose comme ça, avoir des choses à penser. Mais il faut changer certains aspects du mobilier urbain. Donc là, on n'est pas sur une question de place, on est sur une question de changement des usages. Mais il faut changer à Tartu, les problèmes qu'ils avaient, c'est... Donc là, on n'est pas sur une question de place, Corneille vide les poubelles, mais parfois, ils ont commencé à apprendre à ouvrir les couvercles. Ça, c'était un problème qu'ils avaient, c'est... Donc les Corneilles vident les poubelles, mais parfois, ils ont commencé à apprendre à ouvrir les couvercles. Ça, c'était un problème. Alors, ça, on peut notamment leur... alors, l'idée de poser la question est toujours compliquée parce que on préfère l'idée de dialogue plutôt que de question, c'est-à-dire on peut leur indiquer quelque chose et par exemple dans le cas des poubelles, il y a des expérimentations qui ont été faites, notamment pour leur dire que plutôt que d'ouvrir la poubelle qui est juste là et de la vider, etc., on a mieux à te proposer. Et à côté, il y a de petits la poubelle qui fonctionnent avec ce distributeur de trucs qu'ils préfèrent largement mieux à te proposer. Et à côté, et pour avoir une friandise dedans, il faut qu'elle mette un mégot de trucs qu'ils préfèrent largement que les poubelles. Après, elle ramasse et pour avoir... Ah ouais, elles se mettent à ramasser les mégots pour récupérer des trucs plus intéressants. Et en fait, si elles ont un truc plus intéressant, ah ouais, elles se mettent à ramasser les mégots pour récupérer voilà ce qu'on plus intéressant. Et on va être sur de l'aspect beaucoup plus de dialogue. Après, on va être sur de l'observation, observer ce qu'elles préfèrent, et on va être sur de l'aspect ce qu'elles cherchent le plus, et essayer d'adapter on va être sur pour toujours proposer quelque chose. Parce que, encore une fois, il faut comprendre que c'est des espèces qui font ce qu'elles peuvent. Essayer d'adapter. Donc, si on leur propose plus simple, ou mieux, ou plus adapté, à un endroit qui nous arrange, d'une manière qui nous arrange, donc si on leur fait avoir quelque chose, elles sont très intelligentes, elles s'adaptent vraiment très bien. À un endroit qui nous arrange. Bon, on aura juste un problème à les désintoxiquer des frites, parce que ça, a priori, ça a l'air d'être vraiment... La junk food, ça a l'air d'être un truc aussi. Parce que ça, a priori, ça a l'air d'être vraiment... c'est aussi un souci. Ou alors, la junk food, ça a l'air d'être un truc aussi. Mais voilà, c'est aussi un souci. Pour elle, tu vois, par exemple. Mais voilà, pour elle, tu vois, par exemple. Les moineaux souffrent, sûrement tes corneilles souffrent de la malbouffe. Oui, souffrent de problèmes hépatiques. Chez nous, les domaines souffrent de... Du coup, il avait fait des menus. Oui, souffrent de problèmes hépatiques. Oui, c'est souffrent de problèmes hépatiques du SA. Oui, c'est souffrent de problèmes hépatiques du SA. On a trouvé des marques et si on est autant tenté par la fast-food, c'est parce qu'il y a des mécanismes évolutifs qui vont très loin sur le fait que le gras et le sucre c'est un truc formidable, mais ça va très loin dans l'espace évolutif, ce qui fait qu'il y a plein d'autres espèces qui sont très sensibles à ça. Très loin sur le fait que le gras et le sucre c'est un truc formidable, mais ça va très loin dans l'espace évolutif, ce qui fait qu'il y a plein d'autres espèces qui sont très sensibles à ça. Qu'est-ce que toi tu souhaites, qu'est-ce que tu verrais comme une perspective intéressante pour la vie, pour les cohabitations et tout ça, et l'inverse, qu'est-ce que tu verrais avoir des inquiétudes intéressantes pour la vie, pour les cohabitations, ne pas se passer, et l'inverse, un peu avoir les inquiétudes, ce dont tu as peur qui arrive, ne pas se passer. Mes inquiétudes, c'est que on a dans certains cas, c'est que si j'ai appelé ça des lobbies, on a dans certains cas des lobbies qui fonctionnent sur des éléments culturels, donc c'est-à-dire que de la même manière que là on est sur de la pratique culturelle très profondément ancrée sur des éléments culturels, donc c'est-à-dire que de la même manière que là ça va être difficile de faire bouger ça, je pense particulièrement sur les cas justement de la régulation des corneilles, on se rend compte que ça n'a aucun impact particulièrement sur les cas les dégâts agricoles, justement de la régulation des corneilles. En revanche, avant d'arriver à ce que le lobby de la chasse l'admette, je pense que du tout. En revanche, avant d'arriver à quelque chose comme ça, en revanche peut-être, et c'est là que je pense aussi sur les prospectives, c'est la raison pour laquelle le lobby de la chasse arrive à proposer ces solutions-là, c'est parce qu'en face on a des agriculteurs qui sont en très grande détresse chaque fois qu'ils ont des dégâts dans un métier qui devient de plus en plus difficile. Donc ça va être, je pense, d'aller vraiment entendre en fait ces gens-là qui sont en difficulté et de leur dire on comprend, mais la méthode ne marche pas, regardez entre vous en fait ça ne marche pas, mais on arrive en vous proposant autre chose. On comprend, l'équipe de Juillet qui était celle qui du coup a fait cette étude-là, mais on arrive en vous proposant à rejoindre un programme qui existe déjà en Suisse, où ils sont en train d'étudier en fait qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme enrobage de grains qui soit repérable facilement pour les oiseaux, qui ne voient pas tout à fait la même chose que nous, il faut avoir des enrobages qui soient repérables facilement pour eux, et qui dessus est un répulsif, quelque chose qui soit vraiment pas bon que nous. Il faut avoir des et donc d'assez vite d'avoir juste des oiseaux que ça m'intéresse dessus et simplement quelque chose qui soit vraiment ça aura effectivement sans doute un d'assez vite d'avoir juste des oiseaux mais
Sans doute, l'idée c'est de voir comment est-ce que ce surcoût devient rentable par rapport aux dégâts qui sont causés. Parce que des dégâts, il y en a. Sans doute, on estime qu'il y a entre 2 et 3 millions d'euros de dégâts rentables par an. On estime aussi qu'il y en a. On estime qu'il y a tir et du piégeage de la régulation, tant en matériel qu'en temps. On estime aussi c'est 19 millions d'euros. Du tir et du piégeage de la régulation. Donc voilà, je pense qu'à la fois, on a en fait des gens qui vont avoir un problème parce que culturellement, ils sont attachés à des pratiques et à des fonctionnements. Et changer l'aspect culturel, ça prend, je pense, effectivement, une génération. À des pratiques et à la fois, on peut aussi avoir des gens qui sont vraiment très demandeurs de solutions. Parce qu'ils sont étranglés complètement. Et je pense que c'est par ces aspects-là qu'on peut commencer à apporter toute une quelque chose. C'est des gens qui ont vraiment besoin. Et je pense que c'est par ces aspects-là qu'on peut commencer à apporter toute une quelque chose. C'est des gens qui ont vraiment besoin qu'on leur apporte des solutions. Donc,